On a un peu discuté avec Stéphane de la façon dont on allait organiser ce propos, donc je vais, j'espère qu'on ne sera pas très décalé l'un par rapport à l'autre, puisque ce que je me propose de faire, c'est de faire ce que je sais, c'est-à-dire en fait un tableau un peu géopolitique de la situation actuelle, c'est-à-dire en croisant le macro-militaire et le politique, pour essayer de tirer quelques conclusions sur les évolutions possibles du conflit dans les prochains mois et peut-être les prochaines années. Et puis ensuite, Stéphane fera ce qu'il sait beaucoup mieux que moi faire, c'est-à-dire un regard dans le micro-militaire sur les évolutions des forces armées en présence, essentiellement celles de l'insurrection, avec des détails, bien entendu, que j'admire mais que je ne maîtrise pas. Donc on va partir du gros pour aller vers le petit dans une sorte d'entonnoir logique. Alors moi, ce que je vais essayer de dire en 15-20 minutes, c'est deux ou trois choses. D'abord, parler un peu de la situation militaire au sens large, c'est-à-dire comment aujourd'hui se fait la carte de la Syrie, mais non pas tellement pour comprendre les micro-stratégies militaires, mais pour essayer de voir comment tout cela influe aussi sur la lecture politique, puisque je crois que ce conflit, comme tous les autres d'ailleurs, mais plus celui-là, voit une articulation très très forte entre le terrain et l'évolution diplomatique qui entoure le conflit. Donc sur la question du terrain, je ne dirais pas militaire, sur la question du terrain, j'aurais deux ou trois remarques, deux ou trois choses que je voudrais dire. C'est d'abord qu'il y a une sorte d'écran de fumée médiatique assez fort dans les sociétés dans lesquelles on vit nous-mêmes ici, qui d'abord empêche une lecture précise de l'évolution des forces, des positions, des choses. D'abord parce que c'est un conflit qui est difficile à couvrir, les journalistes ont peu accès au terrain pour des raisons que vous connaissez. Deux, il y a une sorte de distanciation, disons de distorsion dans le temps, c'est-à-dire ce qu'on vous raconte aujourd'hui dans Le Monde ou dans Libé ou même dans une presse plus spécialisée, en général à une semaine, à 2 semaines d'âge, et donc il y a une sorte de décalage, très souvent les choses sont déjà dépassées. La deuxième raison, c'est que comme toujours, et là vraiment je ne veux pas du tout parler du travail journalistique que je respecte, mais il y a bien entendu la course un peu au sensationnalisme, c'est-à-dire qu'une nouvelle un peu plus sexy qu'une autre a tendance à prendre le dessus, à se répéter 15 fois dans la presse et donc à devenir un peu le fait saillant au détriment d'un autre fait saillant. Tout ça pour dire que derrière un écran de fumée qui a un aspect de réalité, qui est que dernièrement le régime semble reprendre un tout petit peu plus du poil de la bête, mais tout cela je le dis en termes relatifs. Au fond, malgré tout, on reste encore dans une situation où il y a un équilibre des deux parties. Alors je ne dirais pas un équilibre des forces, mais je dirais un équilibre des faiblesses, puisqu'en fait c'est déjà ce qui caractérise les deux parties. On a des forces du régime qui sont de plus en plus exsangues, améniées, soutenues par des supplétifs étrangers, on en parlera, peut-être Stéphane plus que moi, et on a une rébellion qui a pris des coups, qui prend des coups, avec les phénomènes de sissiparité que vous connaissez, mais en gros, au fond, l'équilibre est encore plus ou moins le même. C'est-à-dire que lorsque le régime fait une offensive importante quelque part, d'abord, il faut la qualifier, cette offensive, c'est-à-dire qu'il faut voir s'il arrive à politiquement reprendre le terrain, non pas seulement militairement. L'exemple de Homs est intéressant, mais en parallèle, le même jour ou le lendemain, il y a une perte ailleurs, alors qui est mal couverte par la presse ou qui est peut-être couverte, mais en fait, lorsqu'on fait le bilan, au fond, on finit par retrouver le même calcul. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pratiquement, et je reviendrai ensuite sur ce que ça veut dire politiquement, on a de plus en plus quelque chose qu'on voyait se dessiner depuis déjà des mois, et peut-être même depuis la fin de l'année passée, à savoir une sorte de division en deux Syrie, à part les autres questions, c'est-à-dire qu'en gros, on a la concrétisation, malheureusement on pourrait dire, de ce que le régime essaye de faire depuis 1 an, à savoir le contrôle de l'axe routier central, c'est-à-dire de la fameuse autoroute M5, qui va de Damas jusqu'à Homs, Hama,
et par la suite la région que l'on appelle alawite, même si celle-là est elle aussi aujourd'hui un tout petit peu rongée, reniée par des offensives imparfaites. Donc il y a cette constitution-là. La prise de Homs a été dans ce sens importante, et là on est en plein dans l'exemple journalistique que je citais, c'est-à-dire qu'on nous a ressassé des articles sur Homs pendant 3 semaines, alors qu'en fait il s'agissait de quelque chose de beaucoup plus au fond minimal que ce qui a été dit. Je vais en dire un mot parce qu'il révèle des choses politiques, je vais en dire un mot dans quelques minutes. Donc en fait on a donc un régime qui reprend l'offensive dans la région centrale, qui essaye de dégager Damas, qui essaye donc de reprendre la fameuse route, c'est-à-dire la banlieue, la plaine agricole de Damas. Très difficilement, il n'arrive pas en fait, c'est-à-dire les gros bourgs de la route de Damas continuent à résister de façon d'ailleurs héroïque, parce que c'est des bourgs complètement encerclés, qui n'ont peut-être qu'un ou deux petits poumons vers le sud, Douma, Harasta, etc. C'est là où probablement le régime emploie de temps en temps des gaz en dessous du seuil de ce qui est interdit internationalement, donc dans une sorte un peu de jeu très fin qu'il maîtrise, probablement avec les experts iraniens. Donc il y a cette partie-là, mais partout ailleurs, le régime, au fond, est en train, non pas de perdre, mais il n'arrive pas à reprendre le terrain. Alors Alep est pratiquement sous contrôle de la rébellion, surtout dans la région nord et est. Le régime se venge de son incapacité à prendre Alep en multipliant les bombardements par barils explosifs, en un déchaînement de violence qui est inimaginable et qui en fait militairement, et je sais qu'il y a des gens ici beaucoup plus aptes que moi à le dire, ne veut rien dire et ne l'aidera pas à reprendre la ville, mais c'est une sorte de dépit comme ça, dans lequel il déverse tout ce qu'il a sous la main. Deir ez-Zor, la région donc est, et elle aussi encore en dehors des mains du régime, même si elle est partagée entre ISIS, donc qui pour moi n'est pas une faction révolutionnaire, mais quelque chose dont il faudra parler tout à l'heure, et les autres factions de la rébellion. Le sud, et ça c'est important, mais je vais en dire ensuite un mot parce que ça a un sens géopolitique régional, est en train aussi d'être cautérisé et tenu de plus en plus et de mieux en mieux par la rébellion, c'est-à-dire Der'a, la région de Konaitra, c'est-à-dire ce qui longe le Golan, la région Druze, etc. Et le nord surtout, qui a été la nouveauté des derniers mois, c'est-à-dire que le nord-ouest, c'est-à-dire la région supposé être le sanctuaire communautaire du régime, puisque c'est ce qu'on appelle la région alawite imparfaitement, a été quand même rongé, renié par la rébellion, qui a pu ouvrir un déversoir vers l'Atakié, vers les régions. C'est la fameuse bataille de Kassab, dont certains experts, prétendus experts français, nous ont raconté qu'il y avait eu un génocide d'Arméniens, alors qu'il y a eu peut-être 2 Arméniens qui sont morts. C'est tout à fait malheureux, mais ce n'était pas plus que cela. Et donc il y a, et je vous signale juste que c'est une ville qui est à 10 km de Kardaha, c'est-à-dire la ville natale des Assad, c'est-à-dire qu'en fait, au fond, le sanctuaire du régime est aujourd'hui sous peut-être le feu potentiellement de la rébellion. Donc en gros, on a une situation qui est beaucoup plus bigarrée qu'il n'apparaît, et qui est beaucoup plus égale au fond entre les deux parties, dont je répète qu'elles sont aussi faibles l'une que l'autre. J'ai dit que j'allais dire un mot sur Homs, donc c'est mon deuxième point dans ce tableau militaire, parce qu'il permet de dégager des enseignements politiques. Je ne vais pas parler des détails militaires et du terrain de Homs. Comment la prise par le régime de Homs s'est faite, et ce qui conduira à dire que ce n'est pas une prise en fait, que c'est en fait une évacuation tactique des rebelles. Comment elle s'est faite dans les faits, dans les détails. D'abord, elle a donné lieu à des négociations très longues, de 2-3 semaines, très âpres entre la rébellion et une partie du régime, ce qui montre déjà s'il y avait nécessité de négocier pendant tout ce temps, ça veut dire que le régime n'était pas capable de reprendre la ville, à moins de mettre un prix très élevé. Bien entendu, les rebelles avaient aussi besoin de négocier, puisqu'ils étaient proprement affamés après un siège qui a duré 700 jours, et une ville qui est devenue une ville fantôme. Vous avez, j'imagine, vu le très beau documentaire de Aira Nairabi sur Arte il y a quelques semaines.
semaines, une ville où il ne reste plus rien pratiquement. Donc les gens à l'intérieur, les 2800 combattants de Homs mangeaient des herbes, mangeaient des insectes, etc. Donc il a fallu finalement sortir. Mais ce qui est intéressant, c'est deux choses. D'abord, les rebelles, ce qui montre qu'il y a un équilibre en fait des forces et des faiblesses. Les rebelles ont obtenu, ils ne se sont pas rendus pour être arrêtés ou transférés à leur famille, etc. Ils se sont en fait rendus au service de renseignement syrien qui, au terme de l'accord, les ont relocalisés sur le front nord de Homs. C'est-à-dire qu'en fait, on les a déplacés d'un front vers un autre. C'est-à-dire que le régime a dû admettre que ces gens-là allaient continuer le combat un peu plus loin. Donc, dans la région entre Homs et Hama, ce qui montre qu'en fait, qu'il y avait là un équilibre qui permettait la négociation. La deuxième chose qui est intéressante et qui va me permettre par la suite de parler un peu de politique, c'est que, on le sait maintenant, ceux qui ont négocié de la part du régime la reddition des rebelles à Homs ou leur sortie de Homs, c'est essentiellement les experts militaires de l'ambassade d'Iran à Damas. Pour 80%. Il y avait des officiers des renseignements syriens, mais ce n'est pas eux qui décidaient. Et ça montre beaucoup de choses. Ça montre en fait essentiellement que le régime n'est plus le régime. C'est-à-dire le régime est devenu aujourd'hui pratiquement entièrement aux mains de ses protecteurs. Et il est donc tenu par ses protecteurs iraniens, peut-être russes, mais surtout iraniens. Et ça indique beaucoup de choses politiquement. C'est-à-dire qu'en fait, ça montre que les termes d'une sortie de crise politique doivent être revus par la communauté internationale, puisque c'est devenu de plus en plus un leurre avéré de parler du régime. Donc c'était le deuxième enseignement de Homs. Le troisième enseignement, et qui lui est plus pessimiste et qui me fait penser que la Syrie est peut-être un pays qui est en passe d'être perdu, comme on l'a connu en tout cas, c'est que très vite après l'évacuation de Homs, les jours qui ont suivi, bien entendu, il y a eu les opérations classiques de pillage et de mise à sac par des hordes de ce qu'on appelle les shabiha, des forces de les forces de la défense nationale, c'est-à-dire la milice supplétive, mais il y a eu surtout, et ça on ne le dit pas assez, et on le savait un peu avant, mais c'était devenu très flagrant à partir de ce moment-là, il y a eu la repopulation des quartiers sunnites de Homs par le régime à travers des habitants d'origine rurale alawite de la région qui entoure Homs. C'est-à-dire qu'en fait, le régime est en train, au-delà du militaire, vraiment de mettre en œuvre, non pas un nettoyage ethnique par le massacre, mais par la repopulation. Certains experts disent, mais on n'a pas les moyens de le prouver, même si des personnalités politiques dans la région le soutiennent, et ils disent avoir des preuves, avec aussi un jeu de transformation cadastrale et foncière, c'est-à-dire qu'on est en train, en fait, de transférer les registres cadastraux de la majorité sunnite de la ville de Homs vers d'autres minorités, et donc de jouer avec l'équilibre démographique de la région, ce qui conduit à ce que je disais en tout début, et je vais beaucoup en parler maintenant politiquement, à ce dessin de deux Syries qui probablement vont de plus en plus se tourner le dos à partir de dans quelques mois. C'est-à-dire une Syrie qui va donc être coupée au moins en deux. Le troisième élément du terrain, et ensuite je passe aux politiques, c'est quelque chose aussi qui augure de ce qui va se passer dans les mois et les années peut-être qui viennent. C'est, et là ça me permet de passer au grand jeu régional, c'est que dans la région nord et la région sud de la Syrie, c'est-à-dire à la frontière avec la Turquie et à la frontière avec Israël, on voit de plus en plus clairement se dessiner la constitution de deux zones, ce qu'on appelle buffer zones, c'est-à-dire des zones tampons en fait, alors qui sont probablement implicitement encouragées, aidées, soutenues par les puissances, les deux puissances frontalières, donc Israël et la Turquie, qui au fond, je crois, ont bien compris que ce conflit va durer, qu'il risque de déborder, qu'il ne va pas se résoudre rapidement, et donc chacun essaye de se prémunir des débordements en constituant ou en poussant les rebelles dans ces régions-là à constituer, même parfois sans qu'elles ne le sachent elles-mêmes, ces factions rebelles, ce qui va devenir au fond une zone tampon qui ressemble à ce qui a été fait au Liban Sud dans les années 70 et 80. C'est-à-dire que le gain territorial de Daraa, Konaitra, Souaïda, etc. au sud est en train de devenir
une sorte de zone frontalière qui peut-être protégera Israël alors à la fois des attaques djihadistes si elles avaient lieu, mais aussi d'incursions du Hezbollah et de son protecteur iranien vers le Golan. Et la bataille au nord dont je parlais tout à l'heure à l'attaquer est une façon aussi pour la Turquie peut-être de commencer à constituer un glacis qui évitera aussi que les débordements du conflit n'aillent vers la Turquie. Alors tout ça bien sûr c'est à très gros traits, je suis très schématique, c'est sûr qu'il y a plein de choses à corriger dans le détail, de touches à mettre, mais ce qui m'intéresse à moi, puisque je fais le tableau politique avant de passer la parole à Stéphane, c'est de comprendre politiquement ce que ça veut dire pour les années, pour les mois à venir, en tout cas géopolitiquement. Ça veut dire d'une part que on a un conflit qui va probablement être appelé à devenir ce qu'il est en potentialité depuis quelque temps, une guerre de comment on dit, attrition war, une guerre d'usure longue, je commence à perdre mon latin, une guerre d'usure longue dont les pouvoirs régionaux commencent à craindre les retombées, et donc un cordon sanitaire qui se dessine autour de la Syrie. Alors ce cordon sanitaire, il est intéressant à étudier parce qu'il est anti-régime au nord et au sud, et il est pro-régime à l'est et à l'ouest. C'est-à-dire que la même chose, en fait, s'est fait de l'autre côté, sur la frontière libanaise avec la prise de Qusayr, de Yabroud et d'autres villes par le Hezbollah il y a quelques mois, quelques semaines, et d'autres choses se font à partir de la frontière irakienne pour protéger le régime de Maliki à l'est. Et donc on a une Syrie qui va probablement de plus en plus être confinée, en tout cas on essaye de confiner le conflit à son intérieur, et à l'intérieur une sorte de bouillie, si vous voulez, qui pratiquement devient insoluble. Alors dans cette bouillie, c'est la deuxième chose, et après je passe aux politiques, commence à se dessiner, mais à mon avis ce n'est pas viable, c'est pour ça que le front est fluide et va être fluide, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire ces deux Syries de part et d'autre de l'autoroute M5, c'est-à-dire de la fameuse autoroute qui va de Damas à Homs, Alep, Homs, Hama et la montagne ou la région côtière et montagneuse, essentiellement alaouite comme on l'appelle. Alors ça veut dire quoi? Et c'est là où je passe un tout petit peu maintenant au deuxième grand point, c'est-à-dire la partie politique et diplomatique. Ça veut dire qu'en fait, on est à quelques jours, le 3 juin, l'élection triomphale, la réélection triomphale de Bachar al-Assad devrait pratiquement se faire, et il sera plébiscité, on peut arguer du score et prendre des paris si ça vous amuse à la fin de cette séance. C'est-à-dire qu'on aura un président syrien qui va s'introniser, et une partie de la communauté internationale va accepter cet état de fait par lâcheté, par intérêt, etc., qui va s'introniser roi de cette Syrie de l'Ouest. C'est-à-dire qu'il va être élu pratiquement par la Syrie sur laquelle il a le contrôle, c'est-à-dire qu'il va aujourd'hui de Damas à la partie nord et à quelques régions en dehors de ça qui sont encore sous son contrôle. Donc il y aura une Syrie que j'appellerai par commodité utile, puisque c'est la Syrie qui au fond donne sur la mer, c'est la Syrie où démographiquement il y a le plus de gens, c'est la Syrie des grandes villes à part Alep, et probablement que ce sera un acquis territorial à partir duquel Assad pourra attendre, je dirais quoi, l'épuisement des autres, etc., pour un jour peut-être négocier quelque chose. On parlera de cela tout à l'heure. Et à l'est de cette ligne de front, il y a la Syrie, entre guillemets, inutile, délabrée de plus en plus. Alep est aujourd'hui un champ de ruines aussi, malheureusement, et une Syrie où il y aura probablement une autre bataille qui va se jouer à partir de là, mais tu en parleras beaucoup mieux que moi, c'est-à-dire la bataille entre les factions rebelles dont on souhaiterait probablement qu'elles gagnent, et ISIS et d'autres objets politico-militaires non identifiés, difficiles à nommer, et donc c'est là aussi où Bachar va jouer probablement sur une sorte de chaos interminable dans l'autre camp, en disant voilà, il y a maintenant deux Syries, la mienne qui est Oni, que vous détestez, mais qui au fond tient le coup, plus ou moins régulé, etc., et une autre Syrie qui est une sorte de Somalie, de Kandahar, appelez-le comme vous voulez, et voilà ce qu'il y a. Et autour, il y a des zones tampons qui sont tenues, au fond, par des supplétifs des États environnants. C'est le tableau qu'il va essayer de nous présenter. Alors,
ça tombe pour lui assez bien dans un certain sens, malheureusement, parce que la donne internationale est en train aussi de changer. Alors là, je suis complètement dans mon deuxième point politique, c'est-à-dire ce qu'on est en train de décrire maintenant, on oublie qu'on est en train de le décrire, ou c'est quelque chose qu'on est en train de décrire au lendemain de ce qui a été un échec diplomatique énorme et dont on n'a pas encore voulu tirer les fruits, les conséquences, c'est-à-dire celui de Genève 2. Donc on continue encore à parler dans le monde diplomatique international d'une solution politique de type Genève 2, etc., comme si on n'avait pas déjà fait Genève 2 et que ça avait échoué. Donc ça dit long sur ce qu'est le monde diplomatique et sa déconnexion par rapport à la réalité des faits sur le terrain, mais par commodité aussi. Et donc en fait, à Genève 2, on a pris acte pratiquement de, alors appelez ça comme vous voulez, si vous voulez être normatif, mais dans les faits, c'est l'incapacité des parrains du régime à le forcer à négocier. Moi, je dirais la non-volonté de le forcer à négocier, c'est-à-dire l'Iran et la Russie essentiellement. La preuve par 10 que ce régime ne négociera jamais, sauf sous une contrainte très forte, c'est-à-dire qu'au fond, les termes de Genève 2, à savoir la constitution d'un pouvoir de transition, etc., c'est quelque chose qui n'a même pas été abordé à Genève 2. La troisième chose, c'est que la communauté internationale occidentale, c'est-à-dire les amis de la Syrie, entre guillemets, ont aussi plus ou moins fini par admettre que la coalition, même sous sa forme imparfaite, est l'acteur politique avec lequel il faut compter pour construire l'autre Syrie en face de celle d'Assad. Donc moi, c'est comme ça que je comprends la réception par Obama et par les États-Unis du président de la coalition il y a une semaine, Ahmad Jarba, à Washington. C'est aussi dans ce sens qu'en ce moment même, Ahmad Jarba est à l'Élysée, reçu par le président Hollande, ce qui en fait est une façon de montrer à Assad qu'il pourra se faire réélire le 3 juin, mais qu'il y aura autre chose de l'autre côté. Donc on est en train, au fond, malheureusement par un effet pervers diplomatique, au fond peut-être de consacrer le début de cette ligne de fracture et ces deux Syries. On en parlera dans le débat, je ne veux pas prendre de temps ici. À mon sens, ce n'est pas viable. Ça ne pourra pas durer parce que les deux parties sont très inégales, parce que la Syrie ne peut pas être coupée en deux. Elle peut soit ne pas être coupée du tout, soit si elle doit être coupée en beaucoup plus que deux. Et on rentre dans des questions de territorialité géopolitique, de territorialité avec la région et avec la structure communautaire du pays. Ce ne sera pas viable, mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui est appelé peut-être à durer pendant un certain temps. La deuxième chose, je parlais de malheureusement le climat international qui a changé depuis Genève 2, c'est que aussi ce qu'on ne veut pas voir au niveau diplomatique international, c'est que depuis Genève 2, il y a eu quand même quelque chose d'énorme au niveau planétaire qui s'appelle l'Ukraine. Qu'aussi on ne veut pas voir on ne veut pas le voir dans le contexte syrien. Donc la diplomatie américaine et d'autres diplomaties continuent à répéter une sorte de mantra international, comme une sorte de motto interminable. Nous travaillons avec nos partenaires russes à la recherche d'une solution politique à la question syrienne. Il n'y a qu'une solution politique à la question syrienne. Comme si on était encore à la veille de l'annexion de la Crimée, comme si on était encore à la veille de Genève 2, comme si on n'avait pas constaté qu'on était peut-être dans une nouvelle guerre froide. Et donc il y a aussi ce temps perdu au niveau international, avec, deuxième chose, de plus en plus, au niveau américain, deux dynamiques qui sont en train aussi de geler le conflit, probablement, ou en tout cas de le mettre dans un second plan international, malheureusement, puisque la Syrie aujourd'hui n'est plus le premier point à l'ordre du jour international. C'est d'abord le début d'une énorme opération américaine de réélection, d'élection, de midterms dans quelques mois, puis d'élections, etc., avec ce qu'on appelle le retrenchment américain, c'est-à-dire cette volonté d'Obama au fond de ne pas exister dans les grandes crises du monde, c'est-à-dire par volonté, par dessein, d'accord. Et deuxièmement, la grande échéance qui entoure au fond la Syrie et qui fait qu'après le 21 août, l'utilisation des armes chimiques par le régime, il n'y a pas eu de frappe sur la Syrie, à savoir la grande négociation avec l'Iran. Je vous signale qu'on est le 20 juillet, dans un mois exactement, il y a la phase finale de la première phase des négociations Iran P5+1, et donc avant que cela n'ait lieu, il n'y aura rien sur la Syrie. Or, comme on sait aujourd'hui que
très probablement l'étape de juillet ne sera pas conclue par un accord définitif entre l'Iran et le P5+1, qu'il y a une rallonge de 6 mois qui est prévue au terme de l'accord de négociation. Ça veut dire que d'ici janvier, probablement le printemps 2015, aussi la donne internationale est appelée à au mieux gérer le conflit tel qu'il est, tel qu'on l'a décrit depuis qu'on a commencé à parler, au pire de le voir encore plus déborder, s'enliser, sans rien faire. Et donc on est aussi dans une dynamique qui fait en fait qu'au fond la Syrie est devenue aujourd'hui une sorte de conflit latéral, je dirais, sauf si justement il y a un game changer. Alors game changer, ce sera un dérapage trop fort, l'utilisation par l'un des deux camps de quelque chose qui alertera de nouveau la communauté internationale, mais je ne vois pas ce qui pourrait se passer de plus que ce qui s'est fait le 21 août lorsque le régime a utilisé les armes chimiques. Est-ce que ce sera, je ne sais pas, quelque chose de régional, quelque chose de gros qui se passe contre Israël ou contre la Turquie, mais en dehors de ces signes noirs, je ne vois pas comment aujourd'hui le conflit sortirait de ce rail sur lequel il est et qui fait qu'il est enlisé dans une confrontation au fond interminable et une Syrie fragmentée avec un cordon sanitaire qui l'entoure. Alors je finirai dans mon troisième point, et j'espère que je sais que j'ai été déjà un peu trop long, pour dire qu'entre-temps, alors avant que le monde, la scène planétaire ne soit dans une conjoncture qui permette de produire une solution politique, ou en tout cas un nouveau format, c'est-à-dire un nouveau Genève 2 d'un autre type, etc., ce qui aujourd'hui n'est pas dans les chiffres, ne serait-ce que parce qu'il n'y a plus de médiateur. Le médiateur a démissionné, Vartad Brahimi. Entre-temps, le problème c'est que les retombées régionales de ce conflit sont en train de s'amplifier. Non pas qu'elles continuent, mais elles s'amplifient. Et donc, quels que soient les cordons sanitaires qui se font, ça reste imparfait et ça reste insuffisant au fond à prévenir ce qui sera pour le monde occidental en tout cas et pour le monde environnant une bombe à retardement. C'est-à-dire on peut dire la Syrie est d'aujourd'hui un conflit latéral, l'Ukraine est plus importante, etc. Mais n'empêche que le chaudron syrien, chaque minute, continue à produire des effets qui sont proprement des effets explosifs pour la région. Le premier d'entre eux, c'est les réfugiés. On est à 7-8 millions de déplacés syriens aujourd'hui, entre réfugiés intérieurs et réfugiés extérieurs, essentiellement en Jordanie, en Turquie et au Liban. La Banque mondiale indique que ce chiffre, si tout reste égal par ailleurs, or tout n'est pas égal par ailleurs puisque les choses empirent, est appelé à doubler à la fin de 2014. Donc on aura pratiquement plus que la moitié de la population syrienne qui est déplacée. Dans les pays d'accueil, ne serait-ce que par exemple, je prends le cas du Liban, la population réfugiée sera supérieure à la population autochtone. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est-à-dire c'est comme s'il y avait plus de 30 millions de réfugiés en France, d'accord, avec 70% de cette population qui sont des femmes et des enfants, avec tout ce qui vient avec, c'est-à-dire prostitution enfantine, délinquance, etc. Probablement à un moment donné armement, puisque cette population va un jour ou l'autre vouloir régler des comptes avec des gens au Liban, essentiellement puisque le Hezbollah opère à partir de là. Donc des problèmes qui sont presque inimaginables. C'est-à-dire, moi je ne veux même pas essayer de les imaginer parce qu'ils sont cauchemaresques, mais que la communauté internationale va devoir gérer, ne serait-ce que parce qu'elle est responsable au fond de la stabilisation des pays environnants. Elle a des accords avec ces pays, que ce soit la Jordanie, la Turquie, peut-être Israël ou le Liban. La deuxième chose, c'est que les lignes de faille qui divisent aujourd'hui la Syrie et qui font que la Syrie est une scène du grand jeu régional et international, donc de la guerre froide qui est en train de se faire et qui va probablement s'amplifier, c'est-à-dire l'Ukraine n'est qu'au début, probablement qu'il y aura autre chose après, et la guerre froide régionale, c'est-à-dire l'opposition frontale entre l'Arabie Saoudite, les pays du Golfe et l'Iran de l'autre côté, même s'il y a aujourd'hui des tentatives d'arrondir ces angles-là, si rien ne se fait dans le sens du grand bargain régional, et probablement que ça va être difficile de le faire, la Syrie est appelée à devenir de plus en plus la ligne de confrontation entre ces deux axes, mais aussi les pays environnants, c'est-à-dire le Hezbollah qui a sa base arrière au Liban, qui aujourd'hui est devenu, et c'est pour ça que l'exemple de Homs est intéressant, le soutien non pas seulement principal mais essentiel du régime, va probablement à un moment ou à un autre entraîner le Liban dans une spirale
on peut arguer sur les détails, mais dans une spirale quelconque, avec aussi une vacance politique qui est en train de se dessiner. Je vous signale juste que dans quelques jours, le 25 mai, le mandat du président libanais arrive à son terme. Il n'y aura pas d'élection présidentielle, donc ce sera un pays sans tête, avec tous les dérapages sécuritaires qui accompagnent d'habitude ce genre de situation. La Turquie qui vit les crises internes que vous connaissez, la Jordanie, etc., etc. Et donc tout ça pour dire, et je finirai sur ça, que ce soit par construction, par volonté, ou que ce soit par défaut, cette non-volonté occidentale, essentiellement américaine, internationale, de traiter la Syrie parce qu'on est en train de travailler sur l'Iran, parce qu'on est occupé par l'Ukraine, parce qu'on ne veut rien faire qui fasse qu'Obama ne rentre pas dans l'histoire comme le président qui n'a pas versé une goutte de sang américain, qui n'aura pas engagé les États-Unis sur un théâtre, etc. Que ce soit par volonté de faire ça, ou que ce soit par défaut, parce que certaines bonnes âmes disent oui, mais c'est difficile, c'est compliqué, on ne peut rien faire, si on fait ça, on va crever le truc de l'autre côté, etc. On aboutit au fond au même résultat, qui est celui que le temps est en train de devenir pratiquement le premier ennemi de la Syrie et de la région. C'est-à-dire que ce qui fait que il y a 1 an ou 2 ans, nous n'intervenions pas pour arrêter ce qui se passe en Syrie. Alors on pourra discuter autant que vous voulez sur ce que veut dire intervenir. Moi je ne parle pas d'ici d'intervention militaire, mais de traiter la Syrie comme un cas criant. Ce qui n'a pas été fait depuis 1-2 ans, qui a produit les effets que je décris, va, s'il est appelé à durer, c'est-à-dire cette non-intervention, va amplifier ses effets et les multiplier par 5 ou par 10, ce qui fait que dans 1 ou 2 ans, on se retrouvera avec des raisons supplémentaires et encore plus fortes pour ne rien faire. Et donc on est dans une sorte de cercle interminable, de cercle vicieux, qui fait qu'au fond, pratiquement aujourd'hui, le temps est devenu l'ennemi essentiel, et peut-être qu'il redevient, malheureusement, ce qu'il a toujours été, et je vais finir sur ça, pour le régime Assad, père et fils, et je crois que c'est probablement s'il y a une leçon que Hafez al-Assad a laissée à son fils sur son lit de mort, c'est celle-là, c'est toujours jouer sur le temps. Le temps est le premier allié de régimes comme ça, parce que le temps épuise la communauté internationale, il fatigue les démocraties, il divise l'adversaire, épuise l'adversaire, il crée des fait accompli que moi je crée régime, ou qui se crée mais que je sais seul utiliser parce que je suis le roi de l'utilisation des éléments de la nuisance. Et donc en fait, en laissant le temps courir, on est en train de donner, par défaut ou par construction, une arme de plus à l'arsenal létal de ce régime qui, au fond, est en train peut-être, malheureusement aujourd'hui, d'avoir raison, même si c'est pour un moment, en tout cas je l'espère. Voilà, je vais m'arrêter ici et je te laisse maintenant regarder le cœur du chaudron et ce qui s'y passe. Merci. Alors, je vais descendre à une échelle un peu plus fine que Joseph, c'est-à-dire que je vais vous parler surtout de l'insurrection armée. Alors, sachant que moi j'ai commencé, en fait, quand j'ai travaillé sur la Syrie, je me suis plutôt attaché au plan militaire, au régime. Hein, donc, en contrepoint, je vous parlerai aussi du régime, évidemment, mais je vais évidemment surtout parler de l'insurrection armée. Alors, je vais écarter volontairement certains acteurs qui sont importants, comme les Kurdes, par exemple. J'en parlerai peut-être un tout petit peu en conclusion, mais je vais surtout m'intéresser donc aux autres acteurs qui sont pour moi plus intéressants. 3 parties dans ce que je vais vous dire. D'abord, je vais essayer de vous montrer un petit peu, en essayant d'insister sur ce qui est intéressant, c'est-à-dire, comme Joseph l'a dit, en essayant d'éviter un petit peu de tomber dans le sensationnalisme journalistique, essayer d'insister sur les points intéressants, les grandes phases de l'insurrection armée depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui. D'abord, ensuite un paysage un peu plus général de l'insurrection au niveau militaire, et puis dans un dernier point, je parlerai peut-être un peu plus de la situation actuelle, les grands groupes sur le terrain maintenant, et puis pour terminer en conclusion les évolutions récentes. Des phases, donc dans une première partie, les phases depuis 2011. Moi je crois qu'on peut en distinguer 5. En tout cas c'est comme ça que je l'ai procédé. La première phase, c'est de février-mars à juin 2011 à peu près. Donc c'est le début de la révolution en Syrie avec les premières manifestations. Alors j'insiste aussi par rapport à une lecture très confessionnelle qui peut être faite de ce qui s'est passé en 2011. Dans les premières manifestations, il n'y a pas que des sunnites et il y a des alaouites. Je rappelle qu'il y a des manifestations dans ce qu'on appelle, comme disait Joseph, la bande côtière alaouite, donc à Latakia, à Tartous, à Banias, donc les grandes villes de la bande côtière alaouite.
Ces manifestations, elles sont réprimées très brutalement dès le départ par le régime, d'abord avec l'utilisation des forces de sécurité, des forces de police, et puis après très rapidement on va passer donc à l'intervention l'armée, donc les soldats, les blindés très rapidement aussi, donc chars et véhicules blindés. Il y a une première date qui est importante dans cette première phase, c'est le 23 avril 2011. C'est le rappel de ceux qui n'ont pas été mobilisés dans l'armée syrienne. Et ça va provoquer en fait les premières défections. Ce qui me semble intéressant dans la construction de l'insurrection dans cette première phase, c'est que tout se fait à ce moment-là par le bas. C'est-à-dire que l'insurrection, elle se fait au début par des gens qui vont venir armés progressivement pour défendre les manifestations qui ont été violemment réprimées par le régime. Et puis ensuite par les défections qui ont lieu dans l'armée, des soldats, des sous-officiers, qui vont constituer très rapidement le noyau des premières formations insurgées. Voilà. Donc ça se fait par le bas. Ça me semble extrêmement important. La deuxième phase où tout ça va se solidifier, c'est la phase qui va de juin 2011 à janvier 2012. Donc une phase un peu plus longue de 6 mois. Alors là, c'est vraiment l'émergence des premières formations armées, c'est-à-dire que le régime a réprimé très rapidement dans les premières villes les manifestations. Dans cette deuxième phase, il va se heurter à des oppositions un peu plus sérieuses, et en particulier, on retrouve très rapidement Homs, qui est une ville donc qui est extrêmement symbolique pour le conflit syrien, que ce soit au niveau de la lecture, par exemple, de l'affrontement sectaire qu'on peut faire, etc. Mais même sur le plan militaire, c'est extrêmement intéressant. L'armée syrienne libre, elle naît à ce moment-là, c'est-à-dire qu'en juillet 2011, on voit des officiers qui ont fait défection, qui se sont réfugiés en Turquie et qui vont donc créer ce qu'on appelait l'armée syrienne libre. J'y reviendrai un petit peu plus tard dans la dernière partie en particulier. Un point important sur lequel je voudrais insister, c'est que ça se fait, cette création de l'armée syrienne libre en Turquie, quand c'est fait à partir de juillet 2011, tout de suite, il y a un décalage entre cette structure qui est en Turquie, où on va voir de nombreux officiers qui vont graviter donc autour, parfois encadrés d'ailleurs par les services de renseignement turcs, mais c'est coupé dès le départ des formations qui naissent sur le terrain en Syrie. Donc il y a un décalage très fort entre cette création qui est extérieure et puis les groupes qui sur le terrain se forment, comme je le disais tout à l'heure, par le bas. Alors, il y a un terreau important de la rébellion qui est dans la province d'Idlib, donc il y a une importante population sunnite, donc c'est une province qui est entre la bande côtière alaouite, la province de Latakia en particulier, et puis la province d'Alep. Il y a le cas de Homs, donc, où je le disais aussi, quand le régime va essayer de réprimer, là il va se heurter à forte partie, donc il y a des combats assez durs dès la deuxième partie de 2011. Et puis par exemple, il y a un cas intéressant, c'est au nord de Homs, la ville de Rastan. Alors je m'excuse pour ceux qui sont syriens, etc., si j'écorche un petit peu les noms, j'ai pas l'accent de Joseph, mais bon, je pense que tout le monde me comprendra. La ville donc de Rastan, qui est au nord de Homs, c'est intéressant parce que c'est une ville à majorité sunnite, mais c'est là d'où est originaire le ministre de la Défense de Bachar el-Assad, Mustafa Tlass, qui fera ensuite... Voilà, merci. Qui fera défection plus tard, mais donc c'est une ville dont on aurait pu penser, donc, de par les réseaux qui étaient installés avec ce sunnite qui est proche de Bachar el-Assad, que finalement le calme aurait pu dominer, pas du tout. Donc c'est une ville qui très rapidement aussi bascule dans la rébellion, et le régime réussit à la reconquérir, mais non sans mal, avec encore une fois donc beaucoup de résistance organisée par les défecteurs en particulier de l'armée syrienne. Dans cette période donc, qui va de juin 2011 à janvier 2012, il y a aussi autre chose, une dernière chose sur laquelle je voudrais insister, c'est que on parle effectivement là d'insurrection militaire, mais il faut savoir que au début donc c'est passé la révolution en Syrie par une manifestation, donc des choses qui n'étaient pas du tout militaires armées. Il y a eu un débat à un moment donné, donc à peu près octobre-novembre 2011, très fort pour savoir s'il fallait prendre les armes ou pas. Donc ça a provoqué des discussions qu'on n'a pas forcément vu d'ailleurs du côté du régime, qui a tout de suite employé lui la force. Du côté rebelle, s'est posé la question de savoir s'il fallait passer à une action armée ou pas. Alors très rapidement ça a été le cas, mais je tiens à dire quand même, et je rebondirai plus tard parce que la question s'est à nouveau posée pour autre chose là récemment, mais il y a une vraie question du côté de l'insurrection syrienne, plus largement de la résistance à Bachar el-Assad, sur la pertinence de l'emploi de l'action armée pour arriver donc soit au renversement du régime, ou en tout cas un changement de régime et une solution politique. Voilà. La troisième phase, plus longue, donc janvier 2012 jusqu'à avril 2013. C'est le moment en fait où va s'installer véritablement, moi ce que j'appelle une guerre civile, c'est-à-dire un affrontement qui est de plus en plus marqué par des clivages communautaires. C'est le moment où les rebelles
vont se faire de plus en plus menaçants aussi pour le régime, c'est-à-dire qu'à partir des zones rurales en particulier, où ils se sont développés dans les 2 premières phases, ils vont essayer de partir à la conquête des villes. C'est vrai pour Damas à l'été 2012, c'est vrai pour Alep qui investit aussi à partir de juillet. Donc c'est un moment où cette insurrection syrienne qui s'est construite par le bas, déconnectée, comme je disais, de ce qui s'est fait au niveau de l'armée syrienne libre en Turquie, elle part à la conquête des villes, elle le fait de manière dispersée, donc c'est-à-dire que l'insurrection agit de manière très désorganisée finalement, elle attaque un petit peu partout, sur tous les fronts, et paradoxalement on peut considérer que c'est une faiblesse, puisqu'il n'y a pas d'organisation vraiment centralisée, et en même temps c'est ce qui fait sa force, parce que le régime à ce moment-là, sur le plan militaire, est relativement dépassé face à cette projection finalement de l'insurrection qui sort de ces zones de naissance et qui essaye donc de déborder en particulier sur les grandes villes. Et à partir de ce moment-là, donc, le régime va être obligé de réfléchir à d'autres solutions militaires. C'est le moment aussi où on voit apparaître des formations qui jouent un rôle important par la suite. En janvier 2012 apparaît le front Al-Nosra, qui va devenir plus tard la branche officielle d'Al-Qaïda en Syrie. C'est un groupe qui va mener des attentats suicides au début. Donc finalement la première tactique militaire d'Al-Nosra, c'est d'utiliser l'attentat suicide, ce qui n'est pas fait par les autres formations. Ça reste l'attentat suicide, la voiture kamikaze, en particulier ça reste l'apanage donc, des formations djihadistes, que ce soit le Front Al-Nosra ou plus tard l'État islamique en Irak et au Levant. C'est aussi le moment où on voit justement que l'insurrection se complexifie. On part d'unités qui sont en général très locales, qui sont organisées autour de villages, autour de zones géographiques, par des liens de parenté, ça peut être par des liens tribaux, enfin, c'est extrêmement local. On voit dans cette 3e phase, donc entre janvier 2012 et avril 2013, on voit que ça se complexifie davantage. On voit création de formations plus grosses, donc ce qu'on appelle des bataillons ou des brigades. Alors au niveau de la terminologie militaire, évidemment, c'est très folklorique. Ça correspond, quand je parle de bataillon, brigade, ça n'a rien à voir avec les désignations occidentales. Ça peut être des groupes de quelques dizaines de combattants, ça peut monter jusqu'à plusieurs centaines de combattants. Et puis à partir de 2012, on voit des formations beaucoup plus grosses. La brigade Al-Tawhid à Alep, par exemple, qui apparaît en juillet 2012. Bon là, voilà, c'est une organisation qui est déjà beaucoup plus importante. Et puis ça se complexifie tout au long de l'année. À la fin de l'année 2012, on voit apparaître les premières coalitions, le Front islamique syrien, le Front de libération islamique de la Syrie, etc. Donc là, on n'est plus sur des unités qui mènent des attaques locales ou des choses qui sont très localisées. On passe à des groupes qui sont capables d'agir sur une province, plusieurs provinces, et plus tard même, jusqu'à aujourd'hui, donc à l'ensemble du pays, avec des groupes qui sont implantés quasiment maintenant un peu partout. Voilà. Cette phase-là, cette 3e phase qui va jusqu'en avril 2013, à mon avis, c'est celle où le régime a été le plus en difficulté, du fait que les rebelles attaquaient simultanément un peu partout, même si c'est de manière désorganisée, et aussi parce que militairement, la réponse était inappropriée. C'est-à-dire que l'outil militaire syrien à ce moment-là, il souffre des défections, il souffre aussi finalement d'une inadaptation par rapport à ce qu'est la réalité de la guerre sur le terrain, avec des rebelles très mobiles qui mènent beaucoup de raids, des embuscades, des attaques extrêmement ciblées pour essayer justement de profiter de leurs forces et au contraire donc de profiter des faiblesses du régime. En 2012, on a ces images, par exemple, on voit des colonnes de blindés syriens du régime qui sont lancées dans des quartiers complètement sans protection. Ça peut rappeler des choses qu'on avait vues avant, par exemple en Tchétchénie, quand les Russes en 1994-95 avaient lancé comme ça des colonnes de blindés entières qui s'étaient faites décimer par les Tchétchènes abondamment pourvus en armes anti-chars. C'est ce qu'on voyait à Daraya, par exemple, le faubourg sud de Damas en 2012. Donc à ce moment-là, le régime est clairement en difficulté, jusqu'à la fin de la 3e phase, là, en avril 2013, et il va chercher à partir de ce moment-là à reconfigurer son outil militaire. Les rebelles n'ont pas les moyens finalement de pousser leur avantage jusqu'au bout parce qu'eux, à l'inverse, souffrent d'une désorganisation, il n'y a pas d'action coordonnée. Il y a aussi quand même, il faut le dire, un manque cruel d'armement lourd qui fait qu'on peut mener des offensives qui ponctuellement obtiennent des succès, qui permettent d'investir les grandes villes, mais pas de les submerger complètement. Donc les rebelles ne peuvent pas pousser leur avantage jusqu'au bout. La 4e phase, elle va d'avril 2013 à janvier 2014. C'est le moment où le régime, justement, reconfigure son appareil militaire et où ça se transforme en quelque chose de beaucoup plus hybride que l'armée syrienne qu'on avait en 2011. Avec l'incorporation de miliciens.
avec l'appui de l'Iran qui justement aide à la formation de miliciens, parce qu'un des problèmes du régime, c'est le manque d'effectifs aussi. Joseph le disait tout à l'heure. Avec l'intervention directe du Hezbollah. C'est pour ça que je prends avril 2013. Le Hezbollah, il est présent, il soutient le régime syrien depuis 2011. Militairement, il intervient déjà en 2012. Les premiers indices, surtout, c'est seconde moitié 2012. En avril 2013, il y a le début de la bataille de Qousser, alors qu'on a présenté souvent comme un tournant, etc., psychologique, tout ce que vous voulez. À mon avis, c'est surtout un tournant qui montre justement à ce moment-là que le régime syrien est en train de reconfigurer son appareil militaire et on en voit en fait les premiers résultats. Voilà. Donc effectivement, c'est une victoire qui permet, comme le disait Joseph tout à l'heure, de sécuriser le fameux axe qui relie la bande côtière alawite, la région de Homs, jusqu'à la capitale, Damas. Alors malgré ce succès, la bataille de Qousser, ce que je disais à l'instant, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a une bataille très vive dans la capitale, à Damas aussi, à l'été 2013. Les attaques chimiques du 21 août, elles surviennent alors que les rebelles, je rappelle, sont à proximité des quartiers centraux de Damas. Voilà. Donc c'est pas parce que effectivement le régime remporte des succès comme à Qousser, etc., que tout va pour le mieux ailleurs. Après les attaques chimiques, donc il y a la fameuse négociation, le désarmement chimique, l'accord entre les Américains, les Russes, etc. Bachar el-Assad cédant donc l'arsenal chimique. Ensuite, il y a une recomposition. C'est-à-dire que finalement les rebelles syriens se sentent quelque part aussi lâchés par la communauté internationale. Et on va voir l'apparition de nouvelles formations à partir de septembre 2013 et jusqu'à janvier 2014, donc le terme que je mets à cette quatrième période. Il y a l'apparition de formations qui maintenant jouent un rôle très important, à commencer par le Front islamique en novembre 2013, qui est sans doute encore aujourd'hui la coalition, la force la plus puissante sur le terrain au niveau des effectifs. J'y reviendrai un petit peu tout à l'heure dans la deuxième partie. Et puis, dans cette même période, il y a aussi, je termine par ça, l'émergence d'un nouvel acteur qui est très important, c'est l'État islamique en Irak et au Levant, qui apparaît en avril 2013 aussi, donc au moment où se développe la bataille de Qousser. Alors, je ne refais pas tout l'historique, mais bon, le IL, il apparaît en fait c'est une scission avec Al-Nusra, puisque l'émir de l'IL intervient pour annoncer en fait que c'est lui qui alimentait, pour ainsi dire, le front Al-Nusra depuis 2012. Sur quoi le chef du front Al-Nusra refuse d'être incorporé dans ce qui devient de fait l'État islamique en Irak et au Levant. Donc le résultat, c'est qu'on a deux formations djihadistes, le front Al-Nusra qui est là depuis janvier 2012, et puis ce nouvel acteur qui apparaît, donc l'État islamique en Irak et au Levant, à partir d'avril 2013. Alors évidemment, ça a une influence sur ce qui se passe après, puisque l'État, le IL, pour aller vite, développe une stratégie qui est un peu à part des autres acteurs rebelles, c'est-à-dire que on ne peut pas dire qu'il ne combat pas le régime. Parce qu'il y a des cas avérés, par exemple en août 2013, il y a une première offensive dans la province de Latakia, sanctuaire entre guillemets du régime, qui échoue, mais qui est menée largement par des groupes qui sont ralliés à l'EIL. Par contre, en plus des combats contre le régime, l'EIL développe très vite une autre stratégie qui consiste en fait à finalement installer un État islamique transnational, si on peut dire, qui est à la fois à cheval sur l'Irak et la Syrie. Et en faisant ça, de facto, il fait le choix finalement de combattre les autres formations rebelles. Ça se développe dès l'été 2013, et puis ça va exploser en janvier 2014. C'est le début donc de ce que j'appelle la dernière phase. Depuis janvier 2014, le combat ouvert entre eux, du côté rebelle, l'EIL et les autres formations. Ça commence avec des coalitions qui sont apparues en fait juste avant, puisque le combat contre l'EIL qui commence en janvier 2014, il est mené au début par le Front des révolutionnaires syriens, qui est une formation qui a été créée en décembre 2013, sur laquelle je reviendrai aussi tout à l'heure. Il est mené par l'armée des Moudjahidines qui se crée le jour même où les combats commencent, en fait, à Alep, pour se battre contre l'EIL, donc c'est une coalition anti-EIL. Et puis après, dans les mois qui suivent, janvier-février, se rajoute contre l'IL le Front islamique et même donc Al-Nusra, puisqu'il y a tout le problème effectivement de la reconnaissance par ce qu'on appelle entre guillemets Al-Qaïda centrale d'Al-Nusra comme la branche officielle d'Al-Qaïda en Syrie. Ça intervient en novembre 2013, juste avant. Et donc, au moment où le conflit éclate entre EIL et tous les autres,
Al-Qaïda centrale va de fait prendre parti pour le front al-Nusra et commencer donc à condamner le IL, qui de la même façon donc va commencer progressivement à rejeter l'autorité, donc ce qu'on appelle Al-Qaïda centrale. Voilà donc pour les grandes phases. Dans un deuxième temps, je reviens un petit peu plus militairement sur un portrait général de l'insurrection, insister sur quelques idées importantes. Au niveau des effectifs, alors c'est très difficile à savoir. Honnêtement, on n'a aucune estimation crédible, on n'a que des ordres de grandeur sur l'effectif de l'insurrection armée. On est probablement de toute façon autour au moins de 80 000 hommes, si ce n'est 100 000 hommes, voire plus. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas forcément supériorité numérique de l'insurrection contre le régime, mais comme je disais tout à l'heure, le régime est en crise d'effectifs. Donc comme le disait Joseph, il est incapable de mener par exemple des offensives simultanées, une offensive après l'autre. C'est une insurrection sunnite. Maintenant, donc comme je disais tout à l'heure, la lecture confessionnelle ne s'applique pas forcément au début, mais il est clair maintenant qu'on est dans le cadre d'une insurrection qui est à plus de 90% sunnite. Il y a aussi d'autres membres donc des autres groupes présents en Syrie qui sont dans l'insurrection, mais ils sont minoritaires. Comme je disais tout à l'heure, c'est une insurrection qui est en fait extrêmement localisée. Et de même, les combats sont extrêmement localisés. Je vous donne des grands noms, je parle des grandes coalitions qui se sont construites progressivement en 2012-2013. On peut parler, par exemple, je parlais tout à l'heure du Front islamique, etc. Mais derrière le Front islamique, il y a les composantes, et à l'intérieur, il y a localement les groupes qui sont ralliés à chaque composante. Et en fait, c'est extrêmement complexe. Donc derrière les grands mots, derrière les noms des coalitions, des groupes armés, il y a une réalité locale qui est extrêmement diversifiée. Donc je prendrai des exemples tout à l'heure. Quand je parlerai à la fin, je reviendrai sur les principaux groupes actuellement. Mais en fait, c'est extrêmement compliqué. Ça va bien au-delà, même effectivement dans la presse, quand on parle du Front islamique, quand on parle de l'EIL, du Front al-Nusra. En réalité, ça recouvre des choses qui sont vides de sens. Parce que quand on regarde dans le détail sur le terrain, ce sont des choses qui évoluent extrêmement vite. Il y a des brigades, des formations qui passent d'un front, d'une coalition à l'autre très rapidement. Encore maintenant, il y a un combat là en ce moment très important dans la province orientale de Deir ez-Zor entre le Front al-Nusra, le IL, le Front al-Nusra étant aidé par d'autres formations. Là, il y a quelques jours, il y a une dizaine de groupes qui viennent de basculer, qui ont rallié l'UIL, qui étaient dans al-Nusra ou le Front islamique et qui viennent de passer avec un armée-bagage dans le IL. Donc vous voyez, ça évolue extrêmement vite et on est sur des réalités très locales. J'insiste dessus. J'insiste aussi sur... il y a quelque chose qui est important. Au sein de la rébellion, ce sont... Et là, je simplifie un petit peu, mais il y a des groupes qui ont un agenda proprement syrien. Qu'on soit d'ailleurs dans les groupes modérés qu'on va, entre guillemets, affubler du label Armée syrienne libre, qu'on parle aussi des islamistes, alors là avec une variété de nuances qui est incalculable, mais quand on regarde dans le détail, et même si on prend par exemple le cas du Front al-Nusra, c'est intéressant, le cas du Front al-Nusra, c'est la branche officielle d'Al-Qaïda en Syrie, avec l'agenda derrière tout ce que ça implique, donc le djihad globalisé, etc., au-delà des frontières de la Syrie. Pour autant, le Front al-Nusra, depuis janvier 2012, ce qu'il fait passer avant cet arrière-plan d'Al-Qaïda là qui reste, c'est le combat en Syrie. Et ça explique d'ailleurs qu'il était facilement accepté par les autres formations rebelles, beaucoup plus que le IL, d'accord ? Donc en ce moment, le Front al-Nusra continue d'ailleurs toujours de combattre aux côtés des autres formations rebelles contre le IL. Donc j'insiste, c'est une grande différence. Il y a des groupes qui ont un agenda qui est syrien, renverser le régime, éventuellement installer un État islamique, etc. après. Mais il y a d'autres groupes qui, eux, ont un agenda qui dépasse les frontières de la Syrie. Ça peut être le IL, ça peut être à l'intérieur des coalitions que je mentionnais, d'autres composantes à l'intérieur qui, elles aussi, ont un agenda qui éventuellement veut déborder les frontières de la Syrie. Voilà. Mais c'est une ligne de fracture qui, à mon avis, est intéressante. Au niveau de l'armement, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Les rebelles, donc, d'abord, il y a un armement de prise qui consiste en ce que les rebelles ont récupéré sur les forces du régime. Ça, c'est dès le début en 2011. À partir de 2012, ça se complexifie par l'intervention donc, de soutien extérieur. Donc Joseph en a un petit peu parlé, mais voilà, après je reviens sur des choses qui sont bien connues. Le Qatar, l'Arabie Saoudite, la Turquie vont envoyer des armes progressivement. Pour soutenir des formations rebelles, d'ailleurs,
encore une fois, ça se fait de manière totalement désorganisée. Chaque pays extérieur, finalement, a ses propres groupes armés qu'il va armer, qu'il va financer. Derrière l'action des États, je parle Qatar, Arabie Saoudite, etc., il ne faut pas oublier non plus qu'il y a des donateurs privés qui envoient de l'argent, qui éventuellement achètent des armes, etc. Donc c'est important aussi de faire la différence. Il y a à la fois, quand on parle des soutiens extérieurs, il y a des États qui interviennent pour faire passer des armes, du soutien financier, matériel, tout ce que vous voulez, mais il y a aussi des acteurs privés qui vont financer, qui vont envoyer de l'argent, qui après va effectivement servir à acheter des armes. En plus donc de l'équipement de prise, de ce qui est envoyé de l'extérieur, il y a toute la fabrication locale. Donc vous avez tous vu ces vidéos où on voit les rebelles qui fabriquent des armes artisanales. Donc ça va de l'artillerie. Voilà. Je voyais encore là aujourd'hui avant de venir à Dera, donc à l'ouest de la ville de Dera, donc au sud là, de la Syrie. Je voyais encore aujourd'hui des rebelles qui envoyaient à coups de trébuchet des mines sur les positions du régime. Donc vous voyez, effectivement, on assiste à des choses ubuesques parce que, comme je disais tout à l'heure, les rebelles manquent d'un armement lourd, donc ils sont contraints de fait à fabriquer aussi des armes sur place. Alors, effectivement, ça prend parfois des formes un peu comiques, entre guillemets, mais à côté de ça, par exemple, vous avez aussi des mortiers, des véritables pièces d'artillerie qui sont fabriquées et qui pilonnent les positions du régime. Hein. Sur le plan tactique, il y a une complexification au fur et à mesure du temps, j'en ai parlé aussi tout à l'heure. Au début, on est sur un schéma classique, j'allais dire, de guérilla. Donc, les rebelles tentent de tirer parti de leurs points forts, c'est-à-dire la mobilité, le fait de pouvoir cibler des installations soit isolées, soit qui sont peu défendues. Les fameux checkpoints, hein, donc les points de contrôle qui sont établis pour le régime, c'est des cibles faciles parce que ça permet, on peut souvent les emporter, puis on peut récupérer de l'armement dessus. Au fil du temps, avec la complexification de l'insurrection, quand on passe à des unités plus grandes, on voit aussi des opérations qui sont plus complexes. Jusqu'à aujourd'hui, qui sont menées par plusieurs coalitions en même temps, donc qui sont alliées pour une opération. Le cas de la dernière offensive là, dans la province de Latakia, c'est assez exemplaire parce que c'est une opération qui prend complètement par surprise le régime. C'est dans un lieu qui est considéré un peu comme sanctuaire. J'avais dit tout à l'heure, hein, l'EIL avait lancé une attaque en août 2013 qui avait été assez rapidement balayée. Le régime se croyait plus ou moins en sécurité. Et là, dans la dernière offensive donc de mars, on voit bien que ça a été planifié, qu'il y a eu transfert d'armes, qu'au départ, les miliciens des forces nationales de défense du régime qui étaient sur place ont été manifestement pris par surprise. Et donc ça implique le Front islamique, ça implique le Front al-Nusra, ça implique des unités qui sont, là je pense à un groupe qui est essentiellement constitué de Marocains, qui est une unité donc étrangère, composée de combattants étrangers, qui a été un temps ralliée à l'EIL, puis après qui a changé d'obédience, etc. Donc vous voyez, on voit des opérations qui sont de plus en plus complexes. Il n'y a pas de stratégie globale, comme je disais tout à l'heure, à cause de l'historique de l'insurrection. Donc la stratégie globale, elle est inexistante. Il y a effectivement des offensives qui sont menées, mais tout ça se fait de manière assez décousue. Par contre, ça ne veut pas dire que les rebelles, avec le temps, ne s'améliorent pas. On le voit au contraire, donc il y a une amélioration très nette entre ce qu'ils faisaient en 2011 et même en 2012, et entre ce qu'ils font maintenant en 2014. Pour terminer, donc, je reviens un petit peu simplement sur les pertes là, dans ce tableau général de l'insurrection. L'Observatoire syrien des droits de l'homme a publié récemment les derniers chiffres. Alors après, on peut gloser effectivement sur les chiffres à la manière de compter, etc. Ça donne encore une fois des ordres de grandeur. On était donc ces derniers jours, pour vous donner une idée, 42 700 insurgés tués depuis 2011. Un peu plus de 60 000 combattants du régime, donc davantage de pertes du côté du régime que du côté de l'insurrection au total. Par contre, quand on regarde dans le détail de ce que fournit l'estimation, le chiffre qui augmente pour le régime, c'est pas le chiffre de l'armée régulière, c'est le chiffre de ceux qui sont classés comme miliciens. Ce qui est logique, ça correspond donc au caractère hybride de l'armée syrienne qui se développe, comme je disais, depuis 2013. Tout ça pour dire aussi que les rebelles, l'avantage qu'ils ont globalement aussi, c'est l'avantage du nombre. Je rappelle rapidement des éléments de démographie quand même, mais la population syrienne est à 70% sunnite. Les alaouites, peut-être 10-12% de la population. Donc c'est lié aussi à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le régime manque d'effectifs, les rebelles, eux, ne manquent pas d'effectifs.
Donc effectivement, sur le temps long, ils peuvent commencer à subir des pertes qui sont plus lourdes que celles du régime. Pour autant, il y a un réservoir humain, je ne vais pas dire qui est inépuisable, mais en tout cas qui est beaucoup plus grand pour les rebelles qu'il ne l'est pour le régime. Dans la dernière partie, donc pour terminer, je voudrais revenir sur les formations qui sont actuellement les plus importantes en ce moment, si vous voulez, ce qui correspond à la dernière phase que j'établissais tout à l'heure, le début de l'année 2014. Alors, si on parle d'abord de ce qu'on a appelé l'armée syrienne libre. Alors je voudrais revenir dessus parce que c'est quelque chose qui est souvent repris en plus dans les médias. On va coller assez facilement le terme d'armée syrienne libre à des formations, etc. Qu'est-ce que c'est en réalité ? Comme je le disais, c'est quelque chose qui s'est créé dès le départ à l'extérieur, par ses officiers défecteurs, donc en Turquie surtout, à partir de juillet 2011. C'est une structure qui, en fait, après, a vu se rallier finalement vers elle des groupes sur le terrain, qui sont venus parce que cette structure, après, s'est organisée. En 2012, à la fin 2012, il y a eu la création du Conseil militaire suprême, un espèce d'embryon d'état-major, là encore à l'extérieur en Turquie, pour essayer de patronner un petit peu les opérations sur le terrain. Mais ce qu'il faut bien remarquer, c'est que ces groupes viennent vers ce qu'on appelle l'armée syrienne libre et le Conseil militaire suprême parce que celui-ci fournit des armes, fournit du matériel, fournit de l'équipement. Pour autant, ça ne veut pas dire que cette structure contrôle sur le terrain les groupes, les factions en présence. Ensuite, pendant le cours de l'année 2013, ces factions qui s'étaient ralliées à l'ASL, progressivement, elles vont se déliter, c'est-à-dire que celles qui utilisaient le label ASL se retirent pour intégrer de nouvelles formations, en particulier le Front islamique, à partir du moment où il est créé en novembre 2013. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que depuis le mois de décembre, on assiste à une espèce de regain, si vous voulez, de ce label Armée syrienne libre. On voit de nouvelles coalitions qui se sont formées depuis le mois de décembre et qui, par contre, elles tentent de se rapprocher au mieux donc de ce qui a été fait à l'extérieur, c'est-à-dire l'Armée syrienne libre et puis le Conseil militaire suprême qui a été créé en décembre 2012. Dans ces formations qui sont ralliées à l'ASL récemment, donc avec un espèce de regain d'intérêt pour le label ASL. Il y en a deux en particulier qu'il faut considérer parce qu'elles sont importantes. C'est le Front des révolutionnaires syriens dont je parlais tout à l'heure, qui a été créé au mois de décembre. Elle est créée autour d'un personnage, Jamal Marouf, qui est important dans la province d'Idlib, donc une des provinces où au tout début avait commencé l'insurrection armée, donc en 2011. Ce personnage, il avait l'appui saoudien en 2013, donc bien avant la création du Front des révolutionnaires syriens. Progressivement, les Saoudiens avaient arrêté de le financer, et puis, subitement, en décembre 2013, on voit donc qu'il est au centre de cette nouvelle coalition, le Front des révolutionnaires syriens. Parce que probablement, à ce moment-là, il y a un changement dans la politique de l'Arabie Saoudite, qui a été, comme l'avait dit Joseph, très mécontente de ce qui s'est passé après les attaques chimiques, les accords qui avaient été négociés après. L'Arabie Saoudite, elle est probablement derrière la création du Front islamique au mois de novembre, ce qui n'empêche pas que dès le mois suivant, au mois de décembre, elle finance le Front des révolutionnaires syriens, qui est, comme je le disais, maintenant derrière le label Armée syrienne libre. Voilà. Là, on est dans le nord de la Syrie, puisque le Front des révolutionnaires syriens, il est surtout présent à Idlib, Alep, Hama, donc la partie nord-ouest. On a l'équivalent maintenant au sud, dans les provinces de Dera et de Quneitra, avec ce qu'on appelait le Front du Sud. Un peu plus tard, février 2014, une nouvelle coalition qui, là encore, se revendique comme très proche de l'armée syrienne libre, de la représentation extérieure, le Conseil militaire suprême, etc. Donc c'est un acquis important, à mon avis, un des derniers mois, c'est qu'il y a ce regain d'intérêt autour de ce qu'on appelle l'armée syrienne libre, parce qu'on voit des coalitions qui sont en train de se replacer sous le Conseil militaire suprême, sous la représentation en fait extérieure qui avait été construite dès le mois de 2011. Voilà. Ah, il y a un autre acteur important sur lequel je m'attarde un peu plus maintenant, c'est le Front islamique. D'accord, bientôt. Moi, j'excède. Okay. Sur le Front islamique, alors c'est la coalition qui, sur le terrain, pour l'instant, reste probablement la plus importante. Peut-être 50 à 60 000 combattants, donc grosso modo peut-être la moitié de l'effectif total de l'insurrection, pour autant qu'on puisse le savoir, comme je disais, c'est que des ordres de grandeur. C'est une coalition qui est intéressante parce qu'à l'intérieur, en fait, il y a énormément de diversité.
la brigade Altaouid dont je parlais tout à l'heure, par exemple, elle a une ligne idéologique qui est extrêmement diverse. À l'intérieur, il y a des gens qui sont plutôt proches des frères musulmans, il y en a d'autres qui au contraire sont plutôt proches des salafistes du Golfe par exemple, etc. Donc en fait, c'est très varié et on retrouve la même chose avec les autres formations. Par exemple, si on prend Ahrar al-Sham, là, à l'inverse, on a un mouvement à l'intérieur du Front islamique qui est lui clairement salafiste et qui est beaucoup plus proche par exemple d'Al-Qaïda, en particulier du Front al-Nusra. Sur les autres acteurs, donc je terminerai pour aller vite, sur les djihadistes. Alors Al-Nusra, je ne vais pas développer parce que j'en ai déjà un petit peu parlé avant. Al-Nusra, ça reste la branche officielle d'Al-Qaïda, engagée comme je disais dans le combat contre le IL depuis le mois de février. La question qu'on peut se poser, c'est la dynamique pour Al-Nusra, parce qu'on a l'impression, en particulier depuis le combat anti-EIL, que Al-Nusra est en train de reculer un petit peu. Ça se voit en particulier maintenant dans la province est d'Deir ez-Zor, où il y a des combats encore maintenant contre l'IL. Et on voit le front Al-Nusra qui est en train de se replier, un peu de se rétracter. Et je dirais la même chose d'ailleurs pour le front islamique dont je viens de parler, parce que justement il y a cette poussée des nouvelles coalitions anti-EIL, le front des révolutionnaires syriens, et puis le front du Sud dont je parlais tout à l'heure, dans la partie sud de la Syrie. Quant à l'EIL, c'est ce que disait Joseph dans son exposé tout à l'heure, c'est un acteur qui est un petit peu à part. La grande puissance de l'EIL, c'est que malgré l'offensive depuis janvier qui a été menée contre ce mouvement par les autres, l'EIL a eu l'intelligence stratégique d'évacuer les positions qui étaient trop exposées, donc dans l'ouest de la Syrie, et s'est replié finalement sur son bastion de Raqqa, la seule capitale provinciale qui avait été libérée par les rebelles en mars 2013, et sur la zone qui est contiguë en fait à l'Irak. Voilà. Sachant que l'EIL a aussi d'autres avantages, il y a un financement qui est incomparablement supérieur de par ce qui est fonctionné sur l'Irak et par ce qui arrive aussi de l'étranger, mais ça se cumule beaucoup plus que pour les autres groupes. Il est mieux armé. Et il y a une cohérence même à l'intérieur qui est supérieure aussi à celle des autres forces en présence. Pour terminer, simplement, il y a un élément qui me semble intéressant en guise de conclusion, c'est l'arrivée des missiles TOW, les missiles américains TOW en Syrie. Donc c'est au mois d'avril. Cette livraison, elle se fait pour certains groupes rebelles. Il y en a 9 qui ont jusqu'à présent, on sait qu'ils ont reçu le missile. Il y en a donc qui l'ont utilisé, qui l'ont montré, qui en ont fait la publicité via des vidéos ou des photos. Ce qui est intéressant, c'est les destinataires de la livraison, parce que c'est fait probablement, c'est évidemment par les Saoudiens, mais ça se fait avec l'appui des États-Unis. Et cette livraison, elle concerne justement des groupes qui sont ceux qu'on voit monter justement depuis décembre 2013. Le Front des révolutionnaires syriens, mais aussi d'autres formations qui utilisent le label Armée syrienne libre, et qui ne sont pas forcément d'ailleurs soutenus par les Saoudiens, même s'il y a concertation entre les Saoudiens et les Américains. Mais ce sont des groupes donc, qui sont en train progressivement de monter, et ça c'est intéressant de voir que les petites injections d'armes qui peuvent être faites avec l'accord des États-Unis, elles se font en ce moment en faveur des coalitions qui montent depuis décembre 2013. Bon, merci beaucoup. On va passer à des questions, si vous pouvez faire des questions courtes. Il n'y a pas beaucoup de temps. Allez-y. Deux petites questions. Quelle est la composition ethnique et Un petit peu confessionnelle plus fort pour qu'au fond ils puissent entendre la question. Quelle est la composition ethnique et confessionnelle de l'armée régulière du régime syrien? J'exclus les miliciens, le Hezbollah. Alors, on parle. Est-ce qu'on inclut dans le total on inclut les miliciens de l'armée? Pas les miliciens, seulement l'armée régulière. L'armée régulière, le corps des officiers, le corps des sous-officiers alaouites. Une écrasante majorité. Ensuite, dans la troupe, alors ce qu'il faut bien savoir, je rappelle quelques chiffres parce qu'il faut bien avoir en tête quand même, les estimations 2011, donc avant la Révolution, environ 300 000 hommes. Sachant qu'il y a eu des défections qu'il est extrêmement difficile de chiffrer, mais qui se montent à au moins 40-50 000 défections, plus les pertes, au moins 30 000 morts dans l'armée régulière. Ça fait qu'il y a un volant restant à peu près de 125-130 000 hommes dans l'armée régulière syrienne. Sur le total, il y a, donc je disais, corps des officiers alaouites, sous-officiers alaouites. Sur le total, dans la troupe, il n'y a pas que des alaouites. Il y a aussi les membres des autres confessions, et en particulier, il y a des sunnites.
Simplement, ce qu'il faut bien savoir, et on retombe sur la question de la crise des effectifs du régime, c'est qu'il y a des unités qui ne sont pas utilisées, qui sont maintenues dans les casernes, parce que justement le régime les juge peu sûrs. Par exemple, là je donne un exemple parce que c'est tout récent, il y a une offensive en cours dans le sud en ce moment, là, dans les provinces de Dera et de Quneitra. Alors les informations commencent tout juste à sortir, mais je regardais un petit peu, je faisais le tour ce matin. Ça illustre bien la façon dont peut opérer le régime dans certaines offensives. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils ont fait sortir visiblement 2 brigades qui étaient au sud, qui n'étaient jamais sorties avant. En fait, c'est des troupes qui étaient jugées peu sûres, qu'on a corsetées, entre guillemets, avec des éléments alaouites ou autres, miliciens étrangers, etc., qui sont venus en fait encadrer. Parce qu'en fait, il y a énormément de conscrits sunnites ou autres, dont le régime est peu sûr, parce qu'il craint que s'il les engage, il y ait des défections. Donc ce qui explique aussi que ce soit, au niveau des possibilités de ce que peut faire le régime en offensive, c'est extrêmement limité en fait. Est-ce qu'on peut être plus exact, essayer d'être plus, comment dire, qu'il a demandé la composition, il veut des chiffres, il y a des pourcentages, n'est-ce pas? J'aurais aimé savoir si les pourcentages en fait dans l'armée régulière. Est-ce que vous avez une idée des pourcentages? Par exemple, vous dites qu'en les officiers, c'est la majorité. Vous avez dit la totalité. Quasi-totalité, ouais. Ça, c'est pas un vrai chiffre. C'est un mot qui est comme ça. C'est pas un vrai chiffre. Oui. C'est pas une étude. C'est pas une étude statistique précise, c'est ce que vous voulez dire. Il ne faut pas répondre à un monsieur qui demande une information, une réponse aussi vague. Aussi vague. C'est pas précis. Si vous voulez. La moitié des officiers syriens, je crois, c'est pas des Alaouites. La moitié. Et les actuels. Je sais que actuellement les forces qui font comment ça s'appelle ça? Les forces spéciales. Forces spéciales, qui sont des forces qui étaient entraînées. Les seuls qui étaient entraînés. Et ils ont perdu beaucoup. Mais c'est des forces qui n'est pas à l'heure. Il y a effectivement beaucoup de sunnites. Il y a les sunnites, il y a les chrétiens. Vous avez oublié complètement les chrétiens dans votre discussion. C'est comme la Syrie, il n'y a pas de chrétiens. La Syrie, il y a minimum 12 à 14% de chrétiens qui sont dans l'armée, qui sont dans les villes, qui sont à Homs, à Hama, à Halab, à Damas, à Latakia, partout, à Dar'a. Il y a des villes, il y a des villages chrétiens. Vous l'avez oublié, c'est comme il y a le combat, c'est entre alaouites et sunnites. Et c'est pas vrai ça. Ça, c'est pas vrai. C'est pas ça la révolution syrienne. La révolution syrienne n'est pas une révolution entre sunnites et alaouites. Et ça, vous pouvez le constater très facilement. Vous avez dit qu'au début, c'est comme vous vous flattez, comme vous dites. Ils ont attaqué les zones alaouites. Ça a blessé tous les opposants laïcs syriens. Quand on a commencé à parler comme ça, quand on a discuté est-ce qu'on arme ou est-ce qu'il ne faut pas armer cette révolution, c'était parce que les armes ont été dans des mains qui sont vraiment pas au goût des révolutionnaires. Mais les révolutionnaires, ils ont été vraiment chassés par ces combattants. Et ils ont été obligés après à suivre, sinon tout était parti. Troisième question que le monsieur demande. Parlez de 300 000 soldats, c'est ou bien de 3 000 de corps de l'armée. Le corps de l'armée, c'était 340 000. Je crois qu'il y a un spécialiste encore que je vois trop loin là-bas, qui est debout. 340 000. Combien d'officiers il y a dedans et combien de soldats normaux? Parce que ça change la force. Si vous voulez bien, monsieur, on va passer à une autre question. Vous voyez, il y a beaucoup de questions. Comme on va passer à une autre question, parce que on n'a pas beaucoup de temps. C'est trop légère de dire qu'il y a une armée syrienne alaouite et des combattants sunnites.
je t'en prie. S'il vous plaît. Une question pour M. Bargout sur l'idée du cordon sanitaire. Est-ce qu'il y a pas une béance à l'Est avec justement Daesh et les perméabilités qu'il y a avec la province d'Anbar? Et est-ce que ce serait pas de là, dans le scénario d'une série coupée en deux, avec un côté Est anarchique et pour lequel il y aura un combat assez sérieux? Est-ce que ce ne sera pas de là que viendra le principal problème, puisqu'on le voit déjà sur le terrain militairement, c'est eux qui sont les mieux organisés, les mieux armés, les plus aguerris? Est-ce qu'avec en plus le soutien des villes comme Fallujah, etc., est-ce qu'ils vont la possibilité de ces gens-là de prendre totalement le contrôle, en tout cas l'ascendant, sur une Syrie orientale post-révolutionnaire? Effectivement, la question est tout à fait pertinente. J'avais un peu laissé entendre que le front Est est un front un peu particulier du fait de la nature particulière et de l'identité particulière de Daesh, justement, qui est... On ne va pas rentrer maintenant dans une polémique, puisque apparemment il y a des gens qui ont envie de polémiquer, mais Daesh est un animal politique difficile à caractériser. D'accord ? Moi personnellement, mais c'est mon opinion et je n'en discuterai pas, je ne le mets pas dans dans la famille des forces révolutionnaires. Daesh est une création, disons, très particulière. Je ne vais pas la qualifier maintenant. Donc ça pose la question de pour qui roule Daesh, qui, si on veut être en tout cas minimale, elle roule pour elle-même, elle roule pour personne d'autre, sauf si elle roule pour des forces occultes, je dirais, mais ça pose la question aussi de l'avenir de l'Irak. C'est-à-dire que c'est là où ce que je voulais dire, et je vous remercie, parce que ça, en fait, ça confirme mon propos, la seule Syrie, la crise syrienne n'est plus seulement la crise syrienne. C'est-à-dire qu'on ne peut plus aujourd'hui comprendre les évolutions et les dynamiques à venir de la crise syrienne si on ne regarde pas ce qui va se passer dans les mois et les années qui viennent en Irak. On sort d'élections en Irak, il n'y a toujours pas de Premier ministre. On ne sait pas si Maliki va être reconduit. Si Maliki est reconduit sur l'agenda qui était le sien les derniers temps, vous le dites tout à fait, ça voudra dire que Fallujah, les Anbar et cette région va être une région très probablement à problème. Ce qui veut dire que Daesh va être renforcé, mais aussi affaibli, parce qu'elle devra faire la guerre sur deux fronts. Plus loin, sur le regard prospectif que vous portez, moi je serais moins alarmiste c'est-à-dire je pense que Daesh a atteint ou atteindra un plafond qu'elle ne pourra pas dépasser. C'est-à-dire que ça ne peut pas devenir une force politique dans une Syrie en décomposition ou post-révolutionnaire, parce que d'abord, ces groupes-là ne font pas de politique, ils font du terrorisme, appelons-le comme ça. D'ailleurs, on ne connaît pas leur visage, ils sont masqués, cagoulés, etc. Là où ils exercent leur contrôle, en général, ça finit mal, que ce soit avec la population ou avec d'autres forces armées. Deuxièmement, et c'est là, je crois, on n'en a pas assez parlé, c'est notre rôle à nous, une bonne partie des effectifs de Daesh, si vous enlevez les Irakiens, qui est en fait 70% de la sociologie de Daesh, dont le chef est irakien d'ailleurs, et c'est des gens qui ont été libérés par Maliki des prisons irakiennes, ce qu'on oublie de rappeler, ce qui d'ailleurs pose la question que je ne voulais pas entamer, c'est-à-dire pour qui roule Daesh. Si vous enlevez ça, une bonne partie de Daesh, c'est aussi les djihadistes occidentaux étrangers. Parce qu'en fait, c'est eux qui... par le jeu de la vidéo, etc., sont les plus attirants pour le djihadiste de Roni sous bois, ou de Tunis, ou du Yémen, ou d'Afghanistan, ou ailleurs. Et donc aussi, il y a un plafond à ça si les services occidentaux et étrangers font leur travail, ce qu'ils commencent à faire depuis pratiquement 3-4 semaines. Et là, je crois qu'il y a, et Stéphane l'a un peu dit, je ne vais pas aller plus loin parce que ce serait un peu incongru maintenant, mais il y a le rôle un peu clé qui a été joué par la Turquie, puisque c'est essentiellement par là que ces djihadistes arrivent. Depuis la visite du président Hollande en Turquie il y a 2-3 mois, la coopération entre services est beaucoup plus efficace. Et donc, d'ailleurs, c'est entre autres comme ça qu'on a arrêté à Strasbourg il y a une semaine 7 djihadistes français qui revenaient de Syrie. Donc, tout ça pour dire que Daesh a un plafond, je dirais naturel et technique qu'elle ne pourra pas dépasser. Ce qui ne veut pas dire, et vous avez tout à fait raison, que si la rébellion sous toutes ses formes, sans rentrer dans les détails, n'est pas intelligemment soutenue, Daesh restera une épine dans son pied. Et c'est d'ailleurs ce qui fait la force, entre autres, relative du régime.
Ensuite, je vous laisse conclure si Daesh roule pour le régime ou pas, mais ça c'est une autre question. On ne va pas maintenant enflammer la salle et mettre fin au débat prématurément. On le fera les dernières 5 minutes. Tout d'abord, deux petites questions. Alors, tout d'abord, on sait qu'une guerre ça coûte cher. Comment le régime syrien finance la guerre? Déjà, je pense qu'il la finance, on va dire, à crédit, où on lui donne, premièrement. Deuxièmement, vous parliez des pertes d'effectifs de l'armée syrienne, c'est-à-dire à mort, on va pas cloner un autre soldat, donc forcément de fait ces effectifs vont diminuer avec le temps. Donc par qui va remplacer ces hommes? Est-ce que c'est par les hommes du Hezbollah, sachant que le Hezbollah démographiquement n'est pas non plus nombreux, il a aussi des problèmes à l'intérieur du Liban. Donc, il pourra mettre plus d'hommes du Hezbollah, mais est-ce que ça ne sera pas à terme des soldats iraniens, réellement, pas que des formateurs, mais réellement des soldats iraniens qui vont se battre pour le régime syrien, sachant que derrière, la rébellion et tout ce que ça englobe a un vivier, comme vous le dites, assez global, soit de Syriens et d'étrangers. Sur la question des financements, bon, c'est devenu, ça c'est très facile, enfin c'est devenu évident, le régime syrien est exsangue financièrement, c'est-à-dire que d'abord la monnaie syrienne a perdu une bonne partie de sa valeur, mais ce n'est plus un secret de savoir que ce régime en fait est tenu par plusieurs choses. Alors il y a d'abord une injonction d'argent, de hot money, d'argent chaud qui provient à la fois de l'Irak, mais en plus en nature, c'est-à-dire tout ce qui est hydrocarbures, etc., qui aide à faire fonctionner les chars, et de l'argent iranien. Je vais donner un chiffre qui aujourd'hui devient un peu accepté par la communauté, par les communautés spécialisées. L'Iran a dépensé depuis le début de la révolution syrienne sur la Syrie 12 milliards de dollars. C'est énorme. C'est énorme. Entre autres, si je vous donne un chiffre pour comparer, la levée des sanctions dans la première phase de négociation, depuis qu'on a commencé le P5+1 jusqu'à juillet, a généré à l'Iran 7 milliards de dollars. C'est-à-dire que même la levée des sanctions n'a pas aidé l'Iran à faire le plein de ce qu'elle a dépensé en Syrie. C'est énorme. Ça, ce n'est que l'Iran. On sait que la Russie imprime de l'argent syrien, sans contrepartie, ce qui fait que la monnaie syrienne ne vaut plus rien, et envoie ça par avion entier, par Antonov, etc. Il y a autre chose que personne ne discute beaucoup, parce que tout le monde a intérêt à garder la poule aux œufs d'or, c'est l'arrière-cour libanaise, c'est-à-dire le système bancaire libanais, si vous connaissez un peu, qui est caractérisé par une très grande sophistication et par un secret bancaire. Il y a un secret bancaire au Liban qui est l'un des plus forts au monde, permet en grande partie à l'argent de la nomenclature assyrienne de rentrer et de sortir, de spéculer, et il y a des banques libanaises qu'on connaît parfaitement, dont la banque centrale connaît la nature et que le trésor américain connaît parfaitement, qui font des opérations de cavalerie et de spéculation pour le compte du régime syrien. Personne n'a intérêt à toucher à ça, parce qu'il y a aussi l'argent du Golfe qui transite par le Liban, donc si on casse la tirelire, tout le monde perd. Donc ça continue à fonctionner. Et puis il y a ensuite, par exemple sur Daesh, que monsieur nommait tout à l'heure, Daesh prospère sur, par exemple, une grande partie du commerce illicite de pétrole qu'il prend dans les provinces qu'il contrôle. Et ce n'est pas un hasard que Daesh est dans les provinces où il y a du pétrole en Syrie. C'est pas beaucoup de pétrole, mais il y en a un peu. Et il fait des opérations juteuses avec le régime, ce qu'on ne dit pas assez, ce qui entre autres éclaire sa nature, disons, de force un tout petit peu bizarre. Donc ça, c'est sur la question des financements. Sur la question des morts du régime, vous avez tout à fait raison aussi, et Stéphane l'a tout à fait bien dit. Aujourd'hui, en gros, pour répondre même imparfaitement à monsieur qui veut des statistiques dignes de l'INSEE française, je dirais que ce qui reste dans l'armée syrienne aujourd'hui, c'est 60 à 80 000 hommes, en gros, d'accord, effectifs, parce que les autres sont dans les casernes, etc. Dans ces 80 000 hommes, c'est-à-dire la composition de ces 80 000 hommes,
si on enlève les détails par-ci par-là, le gros des forces combattantes, c'est-à-dire qui font le coup de feu là où ils le font, c'est essentiellement la 4e brigade, donc qu'on dit commandée par Maher al-Assad, c'est pas tout à fait vrai, donc le frère de Bachar, et les brigades 105 et 104 de la garde républicaine, qui sont en fait les forces spéciales, puisqu'il n'y a plus de forces spéciales en Syrie depuis que Rifat al-Assad a été chassé du pays. Donc elles ont changé de nom, elles ont été fondues dans les 104 et 105. Ces brigades-là, alors on peut ergoter sur les pourcentages, etc. À majorité du commandement et des forces effectives, elles sont soit alaouites, soit minoritaires. Par exemple, le commandant actuel de la 104, qui est un homme très connu pour son zèle sanguinaire, est un druze, Aissam Zahreddin, qui se bat à Deir ez-Zor, etc. Donc il y a des druzes, il y a des cherkesses, il y a d'ailleurs le commandant en chef de la force anti-aérienne syrienne a été tué avant-hier, c'est un cherkesse. Il y a quelques chrétiens. Et les sunnites qu'il y a dans ce qui reste comme sunnites, c'est essentiellement des forces tribales, c'est-à-dire c'est des tribus à la fois de Houran, de Deir ez-Zor et d'ailleurs, c'est-à-dire qui ont des liens d'allégeance avec le régime, qui sont des liens très spécifiques à la nature tribale, que ce soit en Syrie ou ailleurs, c'est-à-dire c'est des liens de clientélisme, etc. Et le reste est essentiellement alawite. Alors, bien entendu, il y a quelques chrétiens encore, 14% de chrétiens en Syrie, je crois que ça comblerait d'aise à la fois le Vatican et tous les chrétiens d'Orient, mais on est très loin de ce chiffre-là. Malheureusement peut-être, mais on est très très loin de ce chiffre-là. Ensuite, la question des combattants chiites. Alors, d'après les chiffres et les estimations aussi qu'on a, plus ou moins, la légion étrangère, c'est comme ça qu'il faut l'appeler, chiite, malheureusement c'est devenu ça, c'est-à-dire un corps qui est composé de la façon suivante. Alors, il est de 40 000. Cette légion étrangère, plus ou moins, les combattants chiites en Syrie sont de 40 000. Alors, la composition, c'est un corps d'élite très petit, c'est-à-dire pas plus de 300 officiers, experts techniques, etc., iraniens, directement sous le commandement de Qasem Soleimani, donc le chef des brigades Quds des Pasdaran. Donc il y a un homme qui en fait est l'homme le plus puissant en Iran après le guide, probablement. Mais ça, c'est des experts techniques. Le reste, c'est-à-dire la chair à canon, est essentiellement irakienne. La chair à canon, c'est-à-dire ceux qui meurent de façon un tout petit peu industrielle un peu partout, c'est Abu Fadl al-Abbas, la brigade Zulfikar, etc., donc des Irakiens, quelques Afghans, des Azéris, des Yéménites houssistes, et une partie difficile à chiffrer. Personnellement, j'ai fait quelques petites tentatives, je la chiffrerai à 5-7 000 de Hezbollah, mais qui ne sont pas de la chair à canon, qui sont les forces d'élite. C'est les forces spéciales en fait du régime actuellement, c'est-à-dire c'est elles qui font les opérations décisives. C'est-à-dire une fois que le régime a fini de concasser les bâtiments de Yabroud, de Qousser, etc., qu'il a lancé tous les barils explosifs qu'il avait sous la main, les forces qui rentrent dans la ville avant de la livrer au pillage des soudards de ce qui reste de l'armée syrienne, c'est le Hezbollah. D'accord ? Alors 5 à 7 000. Effectivement, vous avez dit une chose importante, ça pose un problème au Hezbollah. Ça a posé un problème au Hezbollah. Aujourd'hui, j'ai l'impression que la grogne au sein à la fois du parti et de la communauté chiite au Liban est en train de décliner. C'est-à-dire qu'il y a plus d'acceptation à l'implication du Hezbollah en Syrie pour des raisons propres à la sociologie politique du chiisme libanais. Je ne vais pas rentrer maintenant dans ça. Mais ce qui est important à voir, c'est que les supplétifs, les 40 000 supplétifs chiites qui aujourd'hui tiennent le régime et le soutiennent, sans lesquels il aurait probablement beaucoup de problèmes. La question est de savoir si ces gens-là peuvent maintenant repartir chez eux, parce que s'ils repartent, le régime est très fragilisé. Et s'ils restent, on rentre dans quelque chose qu'on n'a pas suffisamment évoqué et qu'on va devoir évoquer dans les mois et les années qui viennent, c'est que le conflit sunnite-chiite dans la région, à ce moment-là, qui dépasse la Syrie, va prendre une tournure non plus seulement politique et géopolitique, mais de plus en plus à tonalité, je dirais, communautaire et parfois même religieuse, puisqu'une partie de la mobilisation qui sert à prendre ces gens-là en Syrie est de plus en plus emprunte de plus en plus un langage très théologique millénariste. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous savez que pour les chiites, par exemple, la Syrie est un lieu très important à cause de Saïda Zainab, à cause d'autres choses, mais aussi à cause de récits millénaristes qui disent que la fin des temps, c'est-à-dire le retour du Mahdi disparu, se fera dans la grande bataille qui brûlera Damas à la fin. Et pour beaucoup et vous avez un livre qui circule
dans le marché à Beyrouth, à Bagdad et à Téhéran, qui raconte cette histoire et qui fait qu'on recrute beaucoup de djihadistes chiites. C'est-à-dire, nous, on parle beaucoup des djihadistes qu'on recrute à Mantes-la-Jolie ou ailleurs, à qui on vend les 70 vierges au paradis, mais il y a le même type d'idiotie qui est vendu aussi aux jeunes chiites d'Afghanistan, du Yémen, du Liban, un peu moins, parce que pour eux, il suffit que Hassan Nasrallah leur dise d'aller mourir pour qu'ils y aillent. Mais donc, il y a ça. Et ça, à terme, ça va poser d'énormes problèmes. C'est-à-dire que ça va percoler sur le Golfe, ça va percoler sur l'Irak, ça va percoler, et c'est là où moi je concluais en disant la Syrie n'est plus que la Syrie, c'est-à-dire on peut diverger sur nos regards sur la Syrie, mais il y a une chose sur laquelle j'espère en tout cas que tout le monde est d'accord, c'est que la Syrie a débordé du cadre de la Syrie, et proprement les années qui viennent, si le chaudron n'est pas éteint, ça va être ça, c'est-à-dire que ça va être le grand affrontement entre des forces qui de plus en plus ont des lectures millénaristes, théologiques du conflit, et ça c'est très très grave. Je m'excuse si tu veux la question elle est fondamentale que vous posez, parce qu'effectivement soyons précis, les combattants étrangers qui sont venus se battre du côté de Bachar el-Assad, ils ont eu un rôle à mon avis autrement plus important qu'effectivement ceux sur lesquels on insiste, qui sont les djihadistes occidentaux. Dans la phase à partir d'avril 2013 où le régime est en train de bâtir, donc ce que je disais là, son armée hybride, qui sait qu'on retrouve toujours en pointe des offensives qui se menaient à partir de ce moment-là, ce sont les combattants chiites. Prenons des choses très récentes. Le Kalamoun, c'est le Hezbollah. Yabroud, c'est le Hezbollah. Donc voilà, la barrière Kousser, c'était le Hezbollah en avril 2013. Alep, menacé par les rebelles, la partie ouest qui est tenue par le régime, qui prend une offensive en avril, juste après l'offensive al-Taqi dont je parlais tout à l'heure. Qui c'est qui vient pour corseter les positions du régime dans l'ouest d'Alep? C'est une compagnie de 250 hommes du Hezbollah qui vient. Donc les chiffres, on les a, ils sont précis. Ils sont partout. Débarquement dans la province de Latakia, l'offensive rebelle dont je parlais tout à l'heure. Débarquement amphibie pour prendre par le flanc donc les rebelles qui sont rentrés dans le nord de la province de Latakia. Qui c'est qui descend des bateaux? C'est le Hezbollah qui est là. Les chiites irakiens, ils sont à Alep aussi. C'était quand hier ou avant-hier, j'ai vu une position capturée par les rebelles, la brigade Liva Abou Fadl al-Abbas, donc la principale brigade irakienne chiite étrangère, de la Légion étrangère, elle est là. Ils n'auraient jamais tenu sans le renfort des combattants étrangers. Alors moi, je vais même un petit peu aller plus loin, au risque même, effectivement, on peut en débattre, sur l'Iran. L'Iran, formation des paramilitaires, des miliciens, des forces nationales de défense, etc. Oui, il n'y a pas que ça. Ils sont allés au-delà, je suis désolé, et moi je le dis, au-delà du rôle de conseiller militaire, c'est-à-dire à l'encadrement et tout. Revoyez le documentaire de la BBC, par exemple, qui était très bien, qui a été fait en octobre, à partir d'informations, de choses qui avaient été fournies par les rebelles, mais qui ont été recoupées et d'une manière crédible, etc. Par l'Iwa Davoud, qui est une brigade qui avait fait scission de Soukour al-Sham, c'est donc une composante du Front islamique, une brigade qui avait fait scission, qui a rejoint l'UIL, qui depuis s'en est détaché, bon c'est assez compliqué. Cette brigade, elle a pris en embuscade un groupe de miliciens syriens, donc des forces nationales de défense, qui étaient encadrés par des hommes de la force Quds, donc des forces spéciales finalement iraniennes. Ces Iraniens, ils ont été tués, donc il y en a plusieurs qui sont tombés là dans l'embuscade. On a retrouvé donc les vidéos qu'ils ont eux-mêmes filmées. Donc ils se sont filmés, il y avait un réalisateur de documentaire qui venait d'ailleurs pour la deuxième fois, et en fait qui est chargé de faire des vidéos, pour les passes d'Aran, pour les gardiens de la Révolution. Donc ils se sont filmés en fait dans ce qu'ils étaient en train de faire. On le voit même qui interroge donc le commandant de l'unité, qui est un commandant de la force Quds. C'est tous d'ailleurs des gens qui ont l'expérience de la guerre Iran-Irak. C'est pas des jeunes de 20-30 ans, c'est des gens qui ont 40-50 ans, qui ont combattu les insurrections à l'intérieur de l'Iran, donc après, la révolution de 1979 aussi. Voilà. Et ils sont venus, et on le voit clairement dans la vidéo, il le dit, le commandant, quand il est interrogé par ce réalisateur de documentaire, il dit qu'est-ce qu'on fait? On fait de la formation, donc dans la vidéo on les voit, ils encadrent les miliciens. Il le dit, des reconnaissances, donc voilà, on garde le terrain avant que les forces syriennes passent à l'attaque, on fait des raids, des raids de décapitation, donc pour supprimer le commandement rebelle, etc. Voilà. Donc ils sont allés bien au-delà de l'encadrement militaire, Il y a une participation, je suis désolé, iranienne directe sur le terrain, ces conseillers qui interviennent directement. Je ne vais pas plus loin parce que là, moi par contre, j'ai pas confirmation, etc.
mais on dit aussi, et moi ça me semble tout à fait crédible, qu'au vu des pertes qui ont été subies, et en particulier même dans les unités d'élite, on parlait de la 4e division blindée là tout à l'heure de Maher al-Assad, etc. Dans ces unités-là, il y aurait maintenant, il y a des Irakiens qui sont incorporés dedans tellement il y a des pertes, mais il y aurait aussi des Iraniens. Et il y a même des informations disant que, ça va même au-delà, qu'il y a des formations des gardiens de la Révolution qui sont venus et qui ont été incorporés dans l'ordre de bataille syrien. En particulier à la 8e division mécanisée donc des passes d'Aran, qui est près de la frontière avec l'Irak, etc. Il y a eu manifestement peut-être incorporation de combattants iraniens pour gonfler en fait le potentiel des unités d'élite qui sont fréquemment engagées. Là, je ne vais pas au-delà parce que je n'ai pas confirmation effectivement. Mais sur les Irakiens, le Hezbollah, ils sont dans toutes les offensives et plus que jamais maintenant. Le Hezbollah, avant, c'était la frontière libanaise, le Kalamoun, surtout, c'est là qu'on les a vus, Qousser, etc. Là, ils ne sont pas qu'au Kalamoun. Je l'ai dit, ils sont à Alep, ils sont à l'Attaquié. Voilà, Hadera, probablement aussi dans le sud. Donc ils sont partout. C'est les troupes de choc, effectivement, du régime, ceux qui sont en pointe partout. Avec le reste des unités d'élite, effectivement, du régime syrien aussi. Voilà. Peut-être une ou deux dernières questions. Combien on estime le nombre de Hezbollah? Alors, le Hezbollah. Je vous ai donné le chiffre. Oui, non, mais je vous ai donné un chiffre. Alors, le Hezbollah. 5 à 7 000, c'est pas un chiffre. 5 à 7. Oui. Le Hezbollah, alors, extrêmement difficile de chiffrer. Moi, j'ai vu des tas d'estimations différentes. Qousser, donc en avril-juin 2013. 1200, 1700 combattants du Hezbollah, au moins. Mais estimation minimum. Mais tout à fait, à mon avis, plausible. Le Hezbollah a un corps régulier, peut-être 5-10 000 combattants réguliers, avec une réserve derrière peut-être de 20-30 000 réservistes qui peuvent être mobilisés. Les estimations varient, mais il y a plusieurs milliers de combattants du Hezbollah qui sont manifestement venus, qui sont passés, parce que ça tourne. Après, ils font tourner les effectifs aussi. Ils rentrent, ça. Et ils rentrent, ils reviennent. Mais on peut dire que c'est entre 5 et 7. Au pic des batailles. Oui. Pic. Au pic, quelques au milliers. Pic des batailles, 5, voilà, ça a été entre 5 et 7. 5 au maximum, oui. Ça, c'est le pic. Ça a été le pic, le nouveau pic peut dépasser ça. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais... Ouais, je m'entends. Mais monsieur, pardon, je crois que vous arrogez un rôle, c'est-à-dire qu'il y a un ordre de parole. Vous pouvez prendre la parole, mais posez-nous la question que vous voulez, parce qu'il y a d'autres personnes qui veulent s'exprimer. Il y a des questions. Deux dernières questions. J'ai continué seulement la question. Apparemment, vous voulez pas la polémique. Moi, je suis pas là pour. Merci, monsieur. Au revoir. Merci beaucoup. Une question pour monsieur Monk. Oui. Quels sont vos critères d'évaluation justement? C'est vrai qu'on a énormément parlé de chiffres, oui. Entre autres, mais ce n'est pas uniquement le seul critère qui permet de déterminer l'efficacité au combat. Alors, de quelle force on parle là? Des combattants étrangers pro-régime? Par exemple même du Daesh, par exemple. Par exemple, si on parle de Daesh, donc le IL, au niveau militaire, il y a une efficacité qui est certaine parce qu'on le voit. Alors là, je rebondis, j'ai pas parlé des combattants étrangers, par exemple, qui viennent effectivement et qui majoritairement atterrissent effectivement dans le IL. Quand ils arrivent, et de ce qu'on peut en savoir, parce que moi j'ai pas mal travaillé sur la problématique justement des combattants étrangers, etc. Quand ils arrivent dans l'UIL, ils ont une formation militaire déjà qui est beaucoup plus carrée que les autres. Donc de fait déjà ça joue. Et ça c'est que pour les combattants étrangers. Donc je parle pas des Syriens qui sont dans le IL, et je parle pas non plus des Irakiens qui parfois ont l'expérience de la guerre contre les Américains éventuellement, plus celle accumulée depuis 2011 quoi. Enfin depuis la révélation de l'EIL en 2013, mais comme on sait que l'EIL soutenait Al-Nusra avant, bon voilà, il y a des passerelles de toute façon, etc. Après, sur l'efficacité, par exemple, des forces de l'insurrection, c'est très variable d'un mouvement à l'autre parce que, en fait, il y a un vivier aussi de combattants professionnels soldés. Et puis, au fur et à mesure des mois, enfin des pertes aussi, etc., il y a toujours des nouvelles recrues qui arrivent et qui sont à former. Après, quand on voit par exemple l'évolution entre 2011 et 2014 de l'insurrection, c'est quand même assez impressionnant au niveau de l'expérience accumulée. Ils sont capables maintenant de monter des offensives qui sont, je disais tout à l'heure, beaucoup plus complexes qu'avant. Celle de l'attaquer, par exemple. Voilà. Oui. Oui. Et après, ce sera vous. Ouais. A-t-on une idée de l'implication militaire et financière des Russes? Financière et technique. Voilà. Moi, militaire. Politique.
Militaire, ce qui me semble important, moi, c'est pour la Russie spécifiquement, il y a deux choses. C'est la fourniture de pièces détachées pour tout le matériel du régime soviétique. Et la réparation. Et la réparation du matériel. Surtout du matériel. Voilà. C'est-à-dire il y a régulièrement des hélicoptères. Voilà, des hélicoptères ou qui des sont réparés en Russie, qui reviennent. Il y a des photos, on voit des chasseurs bombardiers Su-24 qui sont réparés en Russie. Hein. Voilà. Et comme a dit monsieur, le gros du service russe, il est plutôt assuré à l'ONU. C'est-à-dire c'est là où ça compte, c'est le veto. C'est l'arme de destruction massive en fait. Mais il y a des armes effectivement qu'on voit émerger. Lance-roquettes Smerch par exemple avec des munitions qu'on n'avait jamais vues en Syrie avant, d'où ça sort. C'est étonnant. Des Yerhont, voilà. Missiles Yerhont qui ont été d'ailleurs frappés par les Israéliens. Et comment l'aviation syrienne arrive à tourner avec enfin voilà, elle est engagée massivement, les premiers avions apparaissent à l'été 2012. Comment elle fait pour tourner, vu l'état de la flotte, il faut des révisions massives, il faut des pièces détachées, il faut des munitions, d'où le recours d'ailleurs aussi aux barrages explosifs, même si ça participe d'une stratégie après de terre brûlée finalement. Voilà, mais les pièces détachées elles viennent de Russie, les Antonov ils transportent les hélicoptères d'attaque Mi-25 réparés, ils les ramènent, donc voilà. Même des pilotes. Non, il y a autre chose. Non, il ne faut pas non plus aller très loin dans l'imagination. Par contre, il y a des nationalités étrangères qui servent comme pilotes. Par exemple, il y a des pilotes algériens, on dit des Coréens, mais je n'y crois pas trop, parce qu'aussi on construit beaucoup de choses. Par contre, il y a un aspect qu'on n'a pas cité, qui est l'aspect de la guerre cybernétique, qui est extrêmement importante et qui a été jusque-là assez brillamment menée par le régime, avec l'adjonction d'excellents experts iraniens et un peu russes. C'est des gens qui maîtrisent très très bien l'outil informatique. Par exemple, une grande pénétration du réseau Skype a été permise par les Iraniens. Une grande partie de la guerre informatique, de la guerre cybernétique, a été permise par des experts russes. Et ça a beaucoup décimé la rébellion, en tout cas à ses débuts. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'opérations de pénétration en fait, c'est-à-dire qu'on arrivait à localiser ou à anticiper des opérations du fait de la surveillance électronique, ce qui d'ailleurs, mais sans rentrer aussi dans nous indique ce qu'on peut faire de façon entre guillemets propre aussi si on veut soutenir la rébellion syrienne, c'est-à-dire qu'on peut aussi brouiller certaines choses du côté du régime et on ne le fait pas. Mais moi je voudrais savoir quel est l'intérêt de l'Europe finalement dans tout ça, quel est l'intérêt particulièrement de la France. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut une Syrie, par exemple, où on veut revenir à une dictature militaire de terreur? Est-ce qu'on veut une Syrie avec une transition politique et une pacification de la région? Est-ce qu'on veut une guerre pendant 10 ans? Quel est l'intérêt de l'Europe dans tout ça? Écoutez, ce qu'on veut officiellement, c'est ce qu'on dit, c'est-à-dire on veut une transition politique qui mènerait à une autorité de transition qui instaurerait un régime plus ou moins pluraliste, je n'irai pas jusqu'à dire démocratique en Syrie, etc. Le problème, c'est que si on ne fait que dire ça sans faire ce qu'il faut pour faire ça, on va au résultat que vous avez cité, qui n'est peut-être pas la volonté, mais qui peut devenir la volonté par défaut de la communauté internationale, c'est-à-dire une Syrie fragmentée. Alors certains, peut-être du côté du régime, disent, lorsque le monde entier va se rendre compte que ça c'est impossible, il va revenir à une Syrie sous la dictature d'Assad, etc. Personnellement, je pense que même si on voulait le faire, cyniquement, c'est impossible. C'est-à-dire que la Syrie est ingouvernable de nouveau par ce régime-là dans la forme qu'il a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il est incapable, techniquement, arithmétiquement aujourd'hui, de recontrôler la totalité de la Syrie. C'est pourquoi ma crainte est de voir par défaut s'installer la fragmentation et qui ne sera même pas viable à long terme, c'est-à-dire que ce sera une fragmentation fluide avec des... L'intérêt, chacun le définit ensuite comme il veut. Notre, vous voulez dire des Français ou de... La France. Franchement, moi, l'intérêt de la France là-dedans. Chacun peut répondre comme il veut. Moi, mon intérêt en tant que d'abord citoyen du monde, deuxièmement citoyen français, troisièmement citoyen libanais, je continue à lire, j'ai plusieurs passeports, c'est de voir la Syrie sortir le plus vite de son calvaire, rester unie plus ou moins, avec des institutions qui fonctionnent,
qui accepte le pluralisme et qui ne soit plus un problème permanent pour ses voisins comme elle l'est depuis 40 ans. Mais ça, c'est ce à quoi je vais rêver dans quelques heures lorsque je dormirai. Mais je ne suis pas au pouvoir pour décider. De nos dirigeants, de la réalité des choses, des politiques, ils ne sont pas là. Je crois qu'on va s'arrêter là. Stratégique, quoi. Qu'est-ce qu'elle est Il va falloir gérer la salle. Donc merci beaucoup.